troisième intervenant, donc ça va aller. Il y a, il y a ce qu'il faut pour démarrer. Bon, ben, ça va. Ouais, on va démarrer. On a les applaudissements d'ailleurs du public, donc Vous c'est m'entendez bien là? parfait. Vous m'entendez? C'est bon? Le son? On t'entend. Bah écoute, Thierry, je te Bon, allez, propose. allez, on y va. Allez, salut les camarades. Comment ça va? Bon, écoutez, déjà, bonne année 2026, hein. On peut dire que malheureusement, c'est pas très gai en ce moment, ni en interne, ni en externe. Donc, j'espère que ce petit échange va nous redonner un petit peu la patate ou en tout cas la niaque. Alors aujourd'hui, ça fait pratiquement jour pour jour 12 ans que NIAC a été lancé. Donc, comme la plupart des gens là connaissent, ça a beaucoup été déjà parmi les membres fondateurs. Donc, je ne vais pas faire tout un laïus sur NIAC, mais simplement pour rappeler que c'était l'idée de mettre en relation à titre personnel des entrepreneurs, des fonctionnaires, des associatifs, des élus, pour essayer de faciliter un petit peu les choses, de décloisonner, de parler sans langue de bois, bon bref, de se faire un petit peu plaisir en essayant de soutenir les projets utiles sur les territoires, donc dans une logique d'entraide citoyenne. Voilà. Alors, je vais voir plus loin, vous connaissez ou vous pouvez connaître. Ensuite, en ce qui concerne les pique-niques, depuis 2020, enfin, avec le Covid, on se voyait plus physiquement, puis on a lancé en 2020 ces pique-niques, mais finalement ça marche bien, ça plaît, donc une fois par tous les 3 mois à peu près, on se rencontre comme ça, de manière libre et souple, avec des thèmes ou sans thème. Alors aujourd'hui, on a choisi un thème, Rudy va détailler un petit peu, mais qui est assez branché sur l'actualité avec les municipales. Et il se trouve on connaît, ben, ils sont là comme Mohamed, François et d'autres. Il y a des maires qui se défoncent, qui sont ce qu'on appelle nous entrepreneurs de territoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement maires pour gérer les bordures de trottoirs, mais également pour développer, faire du développement territorial solidaire, écologique, et qui ont montré en fait dans la pratique comment est-ce qu'on peut enclencher la transition écologique et sociale sur le terrain sans avoir à attendre les grands changements nationaux. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là, avec en plus aussi des initiatives citoyennes, que on va dérouler ce pique-nique. Et je passe tout de suite la parole à Rudy qui va nous animer la séquence et nous présenter quelques informations. Ouais, Voilà. merci beaucoup Thierry, et merci de me confier l'animation de ce temps. J'en suis honoré et honoré de votre présence et heureux de vous retrouver également. Rapidement, en fait, on a fait un petit site internet collaboratif. Je vous ai mis le lien dans le chat. Qui s'appelle, c'est un Padlet, c'est un outil, si vous ne connaissez pas, j'adore, je pourrais être commercial moi pour Padlet tellement je le promeux à tout le monde, mais très rapidement vous pouvez ici cliquer et vous ajoutez votre fiche en cliquant sur le petit signe plus là en bas à droite, et c'est un petit signe plus qui ouvre une petite pop-up fenêtre et vous présentez, vous mettez une actualité, une ressource, quelque chose que vous pouvez partager à la communauté. Et en fait, vous allez voir, c'est un peu le bordel, mais c'est ça qu'on aime chez Niac. Et c'est surtout plein de ressources et d'énergie pour la transition, voilà, pour agir ensemble. Donc, n'hésitez pas à mettre votre présentation avec aussi, quand vous êtes inscrit à ce pique-nique, vous avez mis forcément ce que vous pouvez apporter au réseau, ce que vous attendez du réseau. Donc, l'idée, c'est de favoriser aussi l'entraide entre vous. Voilà. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir et l'honneur, et je vais les appeler à ouvrir leur micro pour me dire s'ils entendent bien, qu'ils sont bien présents. Olivia Fortin. Olivia, est-ce Bonjour. que tu... Voilà. Olivia, en un seul mot, tu peux nous dire c'est la mère de quoi? Des 6e et 8e arrondissements de Marseille, c'est-à-dire du Cours-Villers, de Notre-Dame-de-la-Garde, du Stade Vélodrome et de tout le littoral sud. Voilà. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a une super belle carte qui rend hommage au quartier. Mohamed, est-ce que tu es là? Je suis bien là. Il est bien là. Est-ce que tu peux nous Bonjour. dire, tu es le maire de quoi et l'entrepreneur Alors, social de quoi? je suis le maire de l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui est un îlot de fraîcheur dans un chaudron métropolitain en Île-de-France. Et j'ai cofondé et je dirige la Ferme des Possibles, qui est une coopérative agroalimentaire en Seine-Saint-Denis. C'était aussi dans les instances de l'Association des maires de France au niveau départemental et national. Alors, effectivement, je suis président de l'Association des maires de Seine-Saint-Denis et vice-président de l'Association des maires de France depuis presque 10 ans.
Bravo. Top. Merci infiniment tous les deux d'être là, Olivia et Mohamed. Vous allez intervenir juste après. François, est-ce qu'il est arrivé ou il n'est pas encore arrivé? Sinon, je le présente rapidement. Il va intervenir tout à l'heure. Donc, c'est aussi un maire du 93, François Dechy, de Romainville, ancien entrepreneur social qui a monté une belle marque une belle, comment dire, une belle entreprise sociale de traiteurs éthiques qui s'appelait Baluchon. Agriculture, circuit court, alimentation durable. Cette visio est un petit peu sous le signe de 93-13, mais c'est un peu pour rigoler, mais c'est aussi pour faire une diagonale dans la France et de voir comment est-ce que différents maires contribuent à la transition avec des projets un peu emblématiques. On aura aussi Cécile Dublanche. Cécile, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Vous entends et je ferai la diagonale Ok. dans la région centre. Alors, Cécile, tu vas nous parler en un mot, tu vas nous parler de quoi? D'une enquête que j'ai menée, et que je viens de terminer sur les femmes élues dans les territoires. Et donc, je parlerai de la province. Super. D'accord. Donc, un Tu, focus tu sur viens à les... 2 heures? Bon, bah, je vais vous laisser vous rencontrer sur le Padlet, hein. N'hésitez pas à mettre vos adresses aussi pour vous rencontrer dans un tiers-lieu, que ce soit pas un McDo de préférence. Et puis, on aura Emma. Est-ce que Emma, tu es présente actuellement? Emma Oui, Stocking. oui, je suis Ah, présente. enchantée. Enchantée. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Emma, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que tu vas nous dire tout à l'heure? Oui, bah, je vous parlerai aussi d'une enquête que The Shift Project a menée auprès des maires et des élus municipaux sur les enjeux de transition écologique. Super. Merci beaucoup, Emma. Moussa, est-ce que tu es aussi présent? Est-ce que tu es parmi nous? Je suis bien présent. Ok. Et que tu peux nous dire en deux mots, qui es-tu et que vas-tu nous dire? Alors Moussa Silla, moi je suis président et fondateur d'une association de développement local à Bagnolet dans le 93 toujours. Et moi je parlerai plutôt de la nécessité de s'engager en politique, notamment suite à nos parcours de terrain qui peuvent être des formes de levier et d'impulsion pour la politique sur nos territoires. Merci beaucoup, Moussa. Merci à tous, encore une fois, d'être parmi nous. Vous êtes tous présents, vous êtes tous là. On dirait une séance de spiritisme quand on dit ça, mais c'est une visio, niaque. Alors, Alors, il y rapidement, a un François qui est inscrit. Est-ce que c'est François Dechy ou je vois? François, non, je crois pas que c'est un autre François, je crois, hein. Sauf erreur Je vais envoyer un de... SMS pour lui demander Ok, de se manier un peu. ouais, il doit y avoir un petit délai sur le conseil ou quelque chose comme ça. François, donc ce n'est pas toi, ok. Et Florine, Euh, il y a oui, c'est... Florine aussi qui devait venir. Et Florine, ah oui, Florine, pardon, Florine, je l'ai mis après, mais je ne l'ai pas mis sur ces images-là. Désolé, Florine, est-ce que tu es là? Oui, tout à fait, je suis là. Bonjour à toutes et tous. Et donc, je viendrai peut-être en quelques minutes illustrer les propos de Cécile, puisque j'ai eu le plaisir d'être interviewée par elle il y a quelques mois. Et je crois que je fermais la marche justement de cette centaine de femmes élues. Euh, Ouais. Moi, ce n'est pas en ruralité, parce que c'est donc en Indre-et-Loire, dans le 37. Je suis actuellement maire adjoint d'une commune de 12 000 habitants où il y a 12 000 emplois. Donc, c'est voilà. Voilà, une commune où il fait vraiment bon vivre et j'aurai peut-être l'occasion davantage de vous expliquer pourquoi. Et je suis maire, donc maire adjointe, déléguée à la culture actuellement et chef de liste pour les prochaines municipales avec le mouvement Chambrée Terre d'Avenir. Terre d'avenir. Ok. Merci à tous. Je pense que c'est bon là. Tout le monde a été présenté. Rapidement, on a fait un sondage quand vous êtes inscrits et c'est hyper intéressant les résultats. Donc je vous délivre les résultats en exclusivité mondiale. Voilà, c'est la première fois dans le monde qu'on va voir le sondage sous vos yeux. Donc il y a eu 60 répondants. Donc tous ceux qui sont là normalement ont répondu puisqu'on est 60 dans la visio. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, on vous a posé la question des enjeux prioritaires et ça sera peut-être aussi intéressant pour les enfin, pour les intervenants d'y répondre parce qu'il y a à la fois les enjeux prioritaires qui ont été remontés et puis des questions aux intervenants. Donc, vous nous avez dit un, 2, 3, 4 enjeux prioritaires. Le premier pour eux, sur ce qui est important pour vous dans les municipales 2026, c'est la démocratie locale et comment faire commun.
Donc, on a vraiment ce retour sur les municipales 2026. C'est un moment de refondation de la fabrique locale du politique et de la démocratie locale. Donc, comment est-ce qu'on favorise la démocratie réelle, la co-construction élu-habitant, l'écoute réelle, la confiance et lutter contre l'entre-soi. Et on fabrique des communs. Donc ça fait partie d'une des tendances principales. La deuxième tendance, je passe assez rapidement, hein, puisque le programme est chargé, mais c'est la transition écologique et l'adaptation climatique, mais avec du concret. Et donc les gens qui ont répondu cherchent des leviers municipaux simples, compréhensibles et visibles. Comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le quotidien? Et évidemment, les maires sont en première ligne sur ces enjeux-là. Donc, il y a les leviers au local. Donc, on a parlé des ENR citoyennes. Enfin, on nous a remonté les ENR citoyennes. Faire plus écologique sans faire forcément plus cher. Comment on fait des trames vertes, des places de piétons, on s'adapte à la biodiversité. Donc ça, c'est la grande tendance qui se dégage du sondage. La troisième, c'est la cohésion sociale, le vivre ensemble et le lien social dans un climat aujourd'hui assez délétère par rapport à ces enjeux-là. Et donc, c'est comment est-ce que on peut réconcilier social, urbain, cohésion entre habitants, médiation, comment est-ce qu'il y a des disputes fertiles, c'est marrant comme expression. Et la cohésion comment elle devient une compétence stratégique, pas juste un discours de la mairie. Et donc, évidemment, il y a la lutte contre l'extrême droite. Puis le quatrième enseignement, tendance, c'est le logement, la mobilité, les services publics de proximité. Et donc, comment est-ce que, je vais couper le son voilà. Comment est-ce que, on traduit, en fait, voilà, maire entrepreneur, c'est aussi un entrepreneur de solutions concrètes du quotidien. Donc, comment est-ce que on traduit sur le quotidien, en fait, des administrés, leurs préoccupations. Voilà, ça peut-être pour les grandes tendances. Ensuite, on a posé la question, d'après vous, est-ce que votre maire est un entrepreneur de territoire susceptible d'agir pour les transitions? Et plutôt quand même globalement oui. Voilà, donc les gens considèrent que les maires sont entrepreneurs de leur territoire et peuvent être entrepreneurs de leur territoire et seulement fait 24%, pas du tout. Donc on est plutôt sur du carrément ou moyennement. Donc il y a une attente et une légitimité qui est donnée aux maires entrepreneurs de leur territoire. Deuxième grand enseignement. Et après, On a posé la question de quelles questions vous voulez poser aux intervenants. Donc n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat. Et puis, alors là, il y a quatre grosses items. Donc, comment est-ce qu'on peut faire donc, la démocratie réelle, la participation? Comment est-ce qu'on peut la faire, cette démocratie réelle et cette participation? Comment on fait du commun? C'est quoi les moyens de le faire? Donc, peut-être que vous avez des éléments à nous donner, chers intervenants. Comment est-ce qu'on embarque les habitants dans la transition et les réfractaires aussi? Comment est-ce qu'on motive les habitants en rural peu sensibilisés? Comment est-ce qu'on fait pour recréer des espaces communs? Mobiliser les jeunes abstentionnistes. Ensuite, c'est la question des contraintes et des obstacles réels. C'est quoi votre plus grosse difficulté, cher maire entrepreneur? Quelles sont vos limites juridiques et financières? Il y a aussi la question du découragement des maires, des démissions, etc., qui est posée. Comment est-ce que vous tenez la baraque? Tenez le coup. Ensuite, transition concrète, énergie, nature, etc. Comment est-ce que on encourage la transition localement, la sobriété, la nature en ville, la place du vivant? Comment vous avez fait? Comment vous faites? Mais comment vous avez fait? Eh ben, c'est une bonne transition qu'on va pour pouvoir embrayer sur nos intervenants. Alors, Olivia, est-ce que tu es toujours présente? Absolument, bonjour à toutes et tous, à nouveau. Ok. Olivia, je te laisse te présenter et puis nous dire comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait pour faire bouger ton territoire sur la transition. J'ai combien de temps? Bon, on est à 15 minutes par intervenant, 5 comme minutes? ça, l'idée c'est de laisser la place aux échanges. Allez, super. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Bonjour particulier aux Marseillais présents dans la salle. Bisous, bisous Jérôme. Je suis pas toute seule dans mon bureau, je suis avec Daphné Charveria qui a rejoint les équipes de la mairie des 6e et 8e arrondissements il y a quelques temps. J'ai 48 ans, j'étais chef d'entreprise avant de m'engager en politique. Je travaillais avec Tom Cruise et Brad Pitt, c'est pour de vrai. Et j'ai décidé de me mêler de politique à Marseille. C'est une décision assez récente parce que c'est une décision qui date de 2017.
Et on a fondé à Marseille ce que vous connaissez peut-être, qui s'appelle d'abord Mad Mars, un collectif citoyen participé à faire l'Union de la gauche à Marseille, puis le Printemps marseillais, qui a remporté les élections en 2020. Moi, j'étais candidate à Marseille dans les 6e et 8e arrondissements, dont je suis maire aujourd'hui. Le 6e et le 8e arrondissement à Marseille, c'est le... Non, alors ça, c'est Vauban, donc pas tout de suite, Rudy, tu anticipes. D'accord, pardon. Le 6e et 8e arrondissement à Marseille, c'est le bastion de la droite historique. C'est là où Gaudin gagnait au premier tour. Et donc, c'était pas forcément évident que les Marseillais choisiraient une alternance dans ce secteur-là. Pour vous dire quelques mots déjà de Marseille, c'est une ville qui est assez particulière, qui devient hyper sexy aujourd'hui, hyper attractive, et tant mieux, mais qui, au départ, est regorge de défis. D'abord parce que c'est une ville immense. Marseille, c'est 2 fois et demi Paris, c'est 5 fois Lyon. On met plus de temps à traverser le 6e et 8e arrondissement à pied qu'à traverser Paris. C'est vraiment gigantesque en termes de ville. C'est une ville aussi dans laquelle la densité d'habitation est très faible. On est à environ 6 000 habitants au kilomètre carré, là où à Paris, on est à plus de 20 000. Et donc pour nous, c'est une vraie gageure que de livrer du service public partout à l'échelle de cette ville qui est vraiment gigantesque. Et puis enfin, en termes de carte d'identité de la ville, c'est la ville la plus inégalitaire de France. Donc c'est une ville dans laquelle on a les conditions de vie les plus privilégiées, et notamment dans les quartiers dans lesquels je suis maire, mais c'est une ville dans laquelle on a aussi les plus grandes difficultés, avec une ville ségrégée en réalité, puisque l'histoire de la ville a fait que les difficultés se sont accumulées dans certains quartiers, ce qui crée une ville qui fonctionne à plusieurs vitesses avec des inégalités qui empêchent en réalité, parce que comment une ville peut-elle se porter bien si la moitié des habitants ne se portent pas bien? C'est vraiment ça la question, moi, qui a été à l'origine de mon engagement politique. Donc j'étais chef d'entreprise, je vous l'ai dit, et j'intervenais régulièrement dans une asso qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui met en relation les chefs d'entreprise et les enseignants. Et c'est en allant à la rencontre des élèves de la ville de Marseille, et notamment dans les quartiers les plus difficiles, que j'ai eu cette prise de conscience, moi qui vivais d'une manière assez privilégiée, il faut le dire, que j'ai eu cette prise de conscience de la réalité de la ville. Et pendant que les enfants de mes potes faisaient leur stage de troisième à la NASA, s'ils voulaient, on avait des gamins de troisième qui, eux, se retrouvaient maintenus dans leur environnement quotidien sans possibilité d'apprendre quoi que ce soit. Donc ça a été le déclencheur de mon combat politique pour qu'à Marseille, on puisse retrouver une dignité, notamment en termes de services publics, partout et pour tous, puisque je considère que les services publics sont la base de la possibilité de vivre bien, évidemment, à Marseille. J'ai rencontré dans mon chemin une personne que vous connaissez probablement ici, qui s'appelle Tariq Ghezali, qui a été un inspirateur de chaque instant. Et j'ai hérité de lui d'une phrase que je vous partage ici, qui est on ne combat pas un système, on le démode. Et donc cette idée de vouloir impulser les choses d'une manière différente sur ce territoire pour montrer que c'est possible et entraîner de manière fraternelle, c'est-à-dire en montrant que les choses sont possibles sans obliger, sans contraindre. Et donc c'est en suivant cette phrase que j'ai d'abord été pendant 3 ans à la manœuvre sur la transformation interne de la ville de Marseille, puisque j'ai choisi, j'étais volontaire pour ça, de m'occuper des questions de ressources humaines et de dialogue social pendant 3 ans, avec l'idée de rendre à nos agents de la fonction publique, nos 17 000 agents, leur capacité d'agir et d'exercer du service public. Et je pense que vous avez en tête une réputation de la ville de Marseille en tant qu'employeur qui est pas forcément extraordinaire, puisqu'on avait des manquements à la conformité importants. On passait un peu pour des peintres, on peut se le dire. Mais donc, on a réussi à redresser ça. Et je voudrais vous dire que là où en 2020, on recevait 5 000 CV par an, maintenant, c'est 75 000. Et donc, vous dire que la ville de Marseille est devenue un employeur attractif, ce qui est extrêmement important parce qu'on a des projets tellement dingues qu'il nous faut vraiment des gens extraordinaires pour pouvoir les dérouler. Donc, on a transformé d'abord l'outil interne et depuis 3 ans, je suis maire des 6e et des 8e arrondissements dont je vous parlais. Donc, un territoire qui est assez extraordinaire puisque je vous le disais, c'est le cours Julien, Notre-Dame-du-Mont, Notre-Dame de la Garde, le stade Vélodrome, le parc Borély, tout le littoral sud, les Goudes, la Pointe Rouge, tout ce que vous connaissez, en fait, c'est tous les symboles de Marseille. Et c'est un territoire dans lequel on est vraiment dans les abondances. Et donc, ce qu'on mène comme projet avec la mairie des 6e et des 8e arrondissements, c'est cette idée de vouloir révéler les abondances et permettre, en fait,
à nos acteurs de la ville de pouvoir mieux fonctionner. Donc, au-delà des prérogatives habituelles d'une mairie de secteur, mon ambition, elle est triple. La première, c'est de développer la culture de l'engagement pour que les gens puissent trouver facilement des débouchés à leur volonté de vouloir participer positivement à la société. Et donc, on a développé tout un format pour que les gens puissent rencontrer les assos et puis se lier facilement à elles. Et dans cette mission-là, je pense que la mairie, nous, on est un tiers de confiance neutre qui doit permettre d'être ce connecteur. La deuxième dimension dans laquelle on travaille, c'est de permettre aux acteurs qui font déjà de faire encore mieux en mettant à leur disposition une base de matériel pour qu'ils puissent faire des fêtes, parce que les fêtes de quartier, pour moi, c'est la base d'une bonne gouvernance municipale. On a écrit d'ailleurs avec Tariq Ghezali le même et Guillaume Hermite une très belle note à la Fondation Jean Jaurès sur la fraternité. Faire de la fraternité une politique nationale. Je vous invite à la parcourir si vous avez le temps. Et pour montrer comment les maires, à base de fêtes de quartier et d'autres projets pour que les gens se rencontrent, peuvent être des agents de cohésion sociale hyper déterminants. Donc permettre aux acteurs de faire. Et puis troisièmement, de fédérer les acteurs qui sont déjà là et qui puissent pour qu'ils puissent mieux se bravo Rudy pour cette animation en temps réel. Voilà, c'est une note d'une trentaine de pages avec des exemples extrêmement concrets justement qui permettent de voir comment on peut au sein d'une ville trouver des occasions de se rencontrer mieux. Et je peux citer un exemple concret, puisque je vois dans le chat une question là-dessus, sur la fédération enfin, sur le fait de faciliter les rencontres. Je voudrais vous citer Marion Chapulu, l'excellente Marion Chapulu, qui mène à Marseille un projet hyper important qui s'appelle le Grand Bain. Si vous ne connaissez pas ce projet, je vous en dis deux mots. C'est le fait que les écoles primaires puissent se rencontrer dès ce moment important où les enfants n'ont pas d'a priori. Et donc, Marion facilite le jumelage d'écoles de différents quartiers de la ville pour que les enfants se rencontrent et montent un spectacle ensemble. Merveilleuse initiative. Ça s'appelle le Grand Bain. Donc ça, c'est un des exemples qu'on donne dans cette note, mais qui à Marseille est vraiment ultra déterminant. Je reviens sur ce que je disais sur le développement de la culture de l'engagement, puisque c'est une question qui m'est posée. On a monté à la mairie de 6e et des 8e arrondissements un format qui s'appelle le Carrefour des engagés. C'est des soirées dans lesquelles on invite une dizaine d'assauts à pitcher leurs projets et leurs besoins en termes de bénévoles et d'implication. Et on invite les 15 000 ou 20 000 destinataires de notre newsletter à venir participer à la soirée. Et donc, ça nous fait des soirées à environ 100, 200 personnes. La semaine dernière, on était au stade Vélodrome avec 1200 personnes, mais pour pouvoir permettre aux gens de rencontrer les assos qui sont susceptibles d'avoir besoin d'un coup de main pour pouvoir mieux exercer leur action. Donc, je vous ai dit, engager avec, par exemple, le Carrefour des engagés, permettre aux assos qui existent déjà, aux acteurs qui existent déjà de mieux fonctionner. Et ensuite, il y a la question de la fédération, et c'est là où on fait quelque chose d'innovant, et c'est là où Rudy, je veux bien que tu diffuses cette carte. On travaille avec, au sein de la mairie de secteur, avec une de nos agentes désormais, à faire de la médiation sociale territoriale en cartographiant nos quartiers. Donc à Marseille, on a une organisation de la ville en 111 quartiers et c'est vraiment quelque chose qui nous est extrêmement spécifique. Les gens, je pense, ne savent pas qu'ils habitent dans les 6e et 8e arrondissements, mais ils savent qu'ils habitent là, par exemple, dans le quartier de Vauban. Si tu descends la carte, Rudy, à l'affichage, non, si tu la remontes, pardon, voilà. Ça, c'est le quartier de Vauban. Et donc, c'est un quartier qui a une délimitation administrative extrêmement précise. Vous voyez, il y a la Bonne Mère en haut à droite, mais il y a aussi enfin, des espaces verts et des équipements. Et donc, on travaille avec les habitants à cartographier les lieux ouverts. Et en fait, en travaillant à ça, on permet aux gens de se rencontrer et de se rendre compte de l'abondance de lieux et de possibilités dans laquelle on habite déjà. Et donc, Mm. tout mon enjeu et mon projet, en fait, pour la suite, c'est de favoriser cette médiation territoriale pour qu'au plus près, on puisse se rendre compte des possibilités qu'on a. Et quand je montre cette carte aux habitants, et notamment à ceux de la Maison du Peuple du boulevard Vauban, ils se rendent compte qu'il y a une permanence d'accès au droit en face depuis 3 ans, mais ils ne le savaient pas, en fait. Alors qu'on a besoin, et c'est ça, pour moi,
Dans tes thématiques, Rudy, je voyais que tu adressais nos difficultés. Moi, ma plus grande Mm, difficulté aujourd'hui, c'est de communiquer aux habitants les immenses opportunités qui existent et mm. donc de travailler à révéler les abondances avec eux. C'est ça qui, pour moi, est hyper déterminant. Je voudrais juste finir en ces 5 minutes, je sais pas à combien de temps je suis, en vous disant que vous le comprenez, moi, mon projet politique, c'est la fraternité, tout simplement. Et donc, on a monté avec un maire qui s'appelle Florian Berco, qui est le maire de Laval, en Ouais. Mayenne, un regroupement de maires fraternels. Ça s'appelle le Printemps des maires. Et on y partage des bonnes pratiques et des conseils et de l'entraide. On était encore ce matin ensemble à se serrer les coudes. Parce que je crois vraiment à cet échelon territorial pour pouvoir transformer le monde. Moi, j'y crois aujourd'hui beaucoup plus qu'aux partis politiques dans lesquels je me retrouve pas forcément. Mais donc, ces maires qui partout agissent sur le territoire, ces 35 000 maires qui font vivre la cohésion sociale et la fraternité, dans les villages, dans les villes, en région parisienne, mais aussi dans les milieux ruraux. Mais voilà, c'est ma passion en fait. Donc, vive l'engagement local et trouvons-y la joie de la transformation au quotidien dans tous les domaines qu'on a adressés. Je ne crois pas qu'il y ait de réussite qui soit individuelle. Toutes les réussites, elles sont collectives. Et donc, on a besoin, nous, de mieux se fédérer avec les acteurs du territoire. Et c'est pour ça, pour adresser tous ces défis, qu'on travaille à cette médiation territoriale que je vous donnais à voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia. Merci infiniment pour cet exposé qui a tenu en plus le délai imparti. Hyper intéressant, les abondances. Nous, à la Compagnie Générale des Autres, on aime bien appeler ça les abondances cachées du territoire à activer. Donc, effectivement, comment est-ce que on rajoute de l'énergie dans la pompe avec ce qu'il y a déjà, en fait. C'est ça c'est la définition de l'efficience, hein. Ce n'est pas un gros mot. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Est-ce que Mohamed, tu es là? Je suis bien là, vous m'entendez? Super. Très bien, très très bien. Mohamed, on va enchaîner, tu es maire et entrepreneur social sur l'île Saint-Denis. J'imagine que ce que vient de dire Olivia résonne chez toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment toi tu fais bouger ton territoire et tu le prépares à la transition? Déjà, commencer par dire que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de réunion MIAC. Et écoutez, Olivia, ça fait du bien. Je vais commencer par dire ça. Ça énergise, donc c'est super. Vous dire que l'île Saint-Denis, c'est une ville singulière et particulière. C'est l'une des premières listes citoyennes de France qui prend une ville. En 2001, une liste citoyenne créée en 1995, donc qui a fêté l'an dernier ses 30 ans, et on est en responsabilité depuis 25 ans autour d'un projet de transition écologique populaire, avec cette idée de devenir une référence métropolitaine francilienne de l'écologie populaire. Et du coup, moi, j'ai grandi sur l'île Saint-Denis. J'y suis arrivé à l'âge de 6 ans. Je suis né à la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Et à l'île Saint-Denis, on a cette approche sur faire du commun. J'ai entendu, enfin, si je reprends un peu le plan que tu proposais sur la question de la démocratie locale, moi, je rentre de l'étranger en 2011. Je crée une association qui s'appelle Capital Banlieue, qui travaille justement sur notre territoire, dans notre banlieue. On a du capital à la fois humain et notre territoire est également une capitale. C'est un peu ça la philosophie de l'association, qui travaillait sur l'égalité des chances à la réussite scolaire. De là, on a créé une activité économique autour de l'alimentation durable et de la transition éco. Et donc, la coopérative Novaedia, la ferme des possibles. Donc, moi, j'étais très loin de l'univers politique. J'ai toujours été dans les mouvements associatifs de ma ville et à côté d'un travail plutôt en banque d'investissement. En 2012, j'ai décidé de sauter le pas et aller dans l'entrepreneuriat.
Et mon prédécesseur est venu me chercher avec une approche, c'est intéressant ce que tu fais, viens nous rejoindre Mohamed sur le projet local. Ah zut, on m'appelle. Non. Et du coup, l'île Saint-Denis, ce qui est singulier, c'est que on travaille autour d'un triptyque de valeurs depuis des années: citoyenneté, écologie et solidarité. Pour vous donner quelques exemples, la notion des communs, c'est quelque chose de très fort chez nous. L'île Saint-Denis, c'est 8 800 habitants, 85 nationalités, 90 associations, 30 équipements publics, 15 tiers-lieux. C'est une île de 7 km de long, 177 hectares, 100 de terre, 77 d'eau territoriale. Et accrochez-vous, on est à 45 hectares d'espace vert et naturel en première couronne de Paris. Et donc, du coup, le projet de l'île Saint-Denis est assez simple. C'est de dire, faisons une démonstration qu'on peut vivre en première couronne de Paris, sur une ville populaire qui met la transition écologique au cœur de son projet de ville. Et donc, du coup, en termes de démocratie locale, l'île Saint-Denis, c'est avant tout 90 associations, un conseil de la vie associative qui porte en direct le budget de la vie asso et des projets, et le conseil municipal et chambres d'enregistrement. L'île Saint-Denis, c'est aussi un leitmotiv qui est quand on n'a pas d'argent, on compte sur les gens, une société de liens face à une société de biens. Et ça se traduit par toutes nos politiques publiques sont co-construites avec la société civile, les habitants, les associations, et pas que dans la conception, même dans la réalisation, avec des notions d'habitants experts. Je vous donne le dernier exemple en date. On va signer un contrat local de santé avec l'ARS Île-de-France, qui nous annonce que nous sommes la première ville d'Île-de-France à avoir mis des habitants dans la gouvernance du contrat local de santé, pour vous donner un peu un exemple là-dessus. En gros, c'est de se dire, la somme des intérêts individuels n'est pas l'intérêt général. Il faut construire avec les habitants dans une philosophie qui est seule, on n'y arrivera pas en tant que petite commune du territoire. Il faut le faire avec les gens et avec toutes les parties prenantes, et que l'intérêt général est l'histoire de tous. Ensuite, notre projet, c'est quoi? C'est bien vivre à l'île Saint-Denis. Et on est une île, un village. Et donc, du coup, comment on touche les gens? C'est par leur réalité du quotidien. Moi, je deviens maire en 2016. Je me tape la même année une inondation, et ensuite une deuxième en 2018. Et du coup, je lance en 2019 un grand projet qui s'appelle Une île nature et résiliente, avec un concept très simple: 50% des espaces terrestres de la ville en espaces verts et naturels, avec un parc à moins de 5 minutes de chaque habitation. Derrière cette idée, il y a plusieurs enjeux. Il y a la question de comment on améliore la résilience de notre territoire, mais aussi comment on maille la ville et qu'on améliore le cadre de vie avec des espaces verts en bas de chez vous. Et notre idée a été de travailler avec les habitants dans la conception et la mise en œuvre de ces différents squares. J'en suis pas très loin. Je suis aujourd'hui, je crois, à 46-47% d'espace vert sur la ville, maillé par l'aménagement des berges de Seine. On a eu des grands accélérateurs. On est une petite ville, mais à enjeu sur la première couronne de Paris. Pour vous donner un exemple, ces 10 dernières années, c'est 200 millions d'euros d'investissements nationaux et privés qui arrivent sur la ville de l'île Saint-Denis. Entre l'ANRU, les Jeux Olympiques, on a accueilli une partie du village des athlètes et deux sites d'entraînement qui nous ont permis de réaliser un nouveau pont, enfuir les lignes à haute tension, aménager nos barges de Seine, requalifier nos routes, etc. Et à côté de cela, on a lancé il y a 10 ans un plan de rénovation de 100% de l'habitat social. L'habitat social à l'île Saint-Denis, c'est 60% de l'habitat. Et aujourd'hui, il ne me reste plus que 2 cités à rénover thermiquement. Et il y en a une qui commence dans quelques semaines et l'autre en 2027. En 2030, tout aura été rénové
sur la commune. Et c'est des enveloppes qui sont pas mal. C'est en général entre 40 et 60 000 euros de financement de rénovation par logement. Voilà, et qui font des belles enveloppes de rénovation à la fois à l'intérieur de l'habitat et sur les parties communes. Et ça a créé une vraie dynamique aussi dans l'habitat privé qu'on accompagne à travers POPAC et CoPro Dégradé, où on participe par différents leviers au financement de la rénovation thermique de l'habitat privé pour l'accélérer. En parallèle de ça, on travaille beaucoup sur la ville du quart d'heure et le territoire de la demi-heure, où en gros, je vous l'ai dit, on a 30 équipements publics, 15 tiers-lieux. C'est assez dingue pour une ville de notre taille. Et du coup, on a une école à 5 minutes à pied de chez soi, un parc en square à 5 minutes à pied de chez soi. Et du coup, on travaille beaucoup sur les questions de se déplacer à pied, pas très loin de chez soi. Donc là, je lance un plan de la rénovation de l'ensemble des trottoirs de la ville en zone 20. On est déjà une ville 30. J'ai mis en 2018 la ville tout en zone 30. On est en une zone à faible émission à l'échelle de la ville. Et on a beaucoup travaillé aussi sur les questions de mobilité. On a mis en place une solution d'autopartage dans la ville où on peut louer une Zoé à 2 euros l'heure sur la commune de Lissani ou une petite Kangoo électrique à 3 euros l'heure pour aller faire ses courses. Du Donc coup, tout ça, c'est des solutions, Mohamed, qui contribuent à la transition écologique, en fait, hein. totalement, totalement. Je suis en train de te parler mobilité, logement et services publics. Mais en gros, moi, ce que je voulais vous poser sur la table et qui correspond à la fois à ce que tu as dit sur contraintes et difficultés et entreprendre sur le territoire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même porter, quand on veut travailler sur la transition écologique, il faut travailler sur un écosystème et pas que sur un seul levier pour faire bouger Hmm. différents curseurs et impacter les gens. Quand je vous parle habitat, ça touche les gens. Quand je vous parle parc et square en bas de chez soi, ça touche les gens. Pareil sur la mobilité ou encore sur l'alimentation durable. Deux exemples. Ça y est, on a 100% bio à l'île Saint-Denis à l'échelle de la ville à la restauration scolaire. Et on a une cuisine centrale qui fait du fait maison, 50% de végétariens. Et là, on a encore du travail à faire sur le local. C'est peut-être notre point de fragilité où on est, je pense, à 30%. On doit travailler sur nos marchés, sur nos différentes filières pour avancer sur ce sujet-là. Mais exemple sur ce sujet, la ville a racheté un fonds de commerce là, d'un ancien Franprix. Et là, on vient de lancer un nouveau tiers-lieu autour de l'alimentation durable. On fait une épicerie-café avec VRAC et plusieurs autres associations qui travaillent sur l'alimentation durable, mais aussi l'éducation à une alimentation saine. Donc voilà un petit peu comment on traite la question de la transition écologique. Il y a aussi tout le volet énergie où j'ai un ratio européen sur le photovoltaïque, plus de 3000 mètres carrés à l'échelle de la ville de photovoltaïque. J'ai la moitié du territoire qui est en réseau de chaleur urbain, qui est raccordé en réseau de chaleur urbain. Donc on continue à améliorer sur ces sujets. Et un peu comme Olivier, moi je suis très sensible à la question de la cohésion sociale, du lien social et du vivre ensemble. Nous, on vit quelque chose qui est un peu compliqué, mais je pense que François aussi pourra en parler parce que nos territoires sont à la fois similaires et différents sur ce sujet. C'est la question de, on vit à la fois un territoire qui se gentrifie à vitesse grand V, qui est de plus en plus attractif sur cette porte de Paris, mais à la fois une paupérisation d'une partie de la population avec un écart type qui augmente et une guerre un peu cliché des bobos contre les populos, si je la fais un peu simple, Hmm. et qui souvent se clivent sur les sujets de transition écologique, la mobilité, l'alimentation, l'habitat, etc. Et donc, du coup, on a beaucoup développé une philosophie qui est on travaille en consensus pour construire des communs et que chacun puisse faire des compromis. Et donc, on prend le temps des projets urbains. Donc, il y a vraiment la notion du temps. Une politique publique, ça peut mettre 3 ans, 4 ans à sortir sur l'île Saint-Denis parce qu'on sait les bénéfices des temps longs et d'un dialogue qui se fait pas à pas et qui se digère pour pouvoir mettre en œuvre les projets.
Pour finir, par rapport à la question du découragement des maires, au niveau national, ce qu'on constate, c'est que la plupart des maires, si je les stéréotype, c'est plutôt plus de 50 ans qui font ça plutôt sur une fin de carrière et qui affirment des grosses frustrations sur le pouvoir d'agir qui est quasiment devenu inexistant pour les toutes petites communes, qui représentent la majorité des communes de France, et qui ont perdu un peu le sens de l'engagement et de l'action. Je dirais que c'est très disparate d'un territoire à un autre, d'une taille à une autre. Nous, aujourd'hui, ce qui est difficile chez nous en Seine-Saint-Denis, je dirais que c'est l'intensité de la fonction qui est très dure et parfois la violence de la fonction qui peut être verbale ou par des actes ou par des gestes et parfois même physique. On a quand même eu quelques agressions d'élus sur notre territoire qui ont un peu choqué. Mais aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quand même une nouvelle génération de maires qui s'installe plutôt quarantenaires. Moi, je suis devenu maire à 30 ans, mais je dirais que la moyenne, c'est des trentenaires, des quarantenaires qui deviennent maires avec cette culture d'entrepreneurs de territoire et d'entrepreneurs de territoire et d'entrepreneurs publics. Voilà. Et qui, en réalité, mettent en place des écosystèmes et recherche des solutions avec les gens pour répondre aux besoins du territoire et de la population avec une culture et une approche qui est de dire on n'a pas solution à tout. Par contre, nous, ce qu'on sait faire, c'est créer des ingénieries, des systèmes, des solutions territoriaux, robustes avec les gens sur la durée. Et donc, pour conclure, ce qui me semble très important dans les années à venir et par rapport à tout ce qu'on vit, c'est de réaffirmer la question que on vit dans une période où tout s'accélère, où tout se clive, où tout est devenu brutal et que nous, les acteurs locaux, les entrepreneurs de territoire comme les maires, on est avant tout des acteurs de liens et qui construisent sur le temps long et qui construisent petit à petit avec les gens. Et c'est ce qui crée notre résilience et notre robustesse territoriale. Voilà ce que je pourrais vous dire pour être en complément de ce que j'ai entendu d'Olivia, qui, qui, enfin, je me reconnais totalement dans ses propos et dans l'esprit et la dynamique portée dans le 13 à Marseille. Et moi dans les tiens, bravo, Pétard. Merci. Bravo à tous les deux et merci infiniment. Peut-être un mot, Mohamed, sur la ferme des possibles. Tu es passé rapidement dessus. Est-ce que c'est intentionnel ou il a quand même fêté ses 10 ans cette année? C'était pas intentionnel, c'est que Ouais, j'ai ancré sur ouais, la fonction d'accord. de maire. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de rester entrepreneur. Donc, je suis DG de la coopérative La Ferme des Possibles, qui est une coopérative, qui est une SIC, qui a en son sein des collectivités territoriales, des entreprises privées, des associations de l'insertion, de l'handicap et des habitants contributeurs avec des salariés. Et du coup, aujourd'hui, on est 65 salariés. On travaille sur une boucle alimentaire de la graine à l'assiette où on a des terres agricoles en agroforesterie, en agriculture biologique. On est aussi restaurateur, traiteur événementiel et logisticien du dernier kilomètre. Ce que je retiens ces 10 dernières années, c'est que en étant à la fois sur un pied dans l'entrepreneuriat et un pied dans l'entrepreneuriat public, je suis totalement épanoui parce que c'est très complémentaire, c'est des temps différents, c'est des rythmes différents qui s'auto-alimentent. Souvent, j'amène mes partenaires publics sur ma ferme en leur disant, regardez, on l'a fait, donc on arrête les conneries. Voilà. Et vice-versa, en disant au monde économique, croyez aux politiques, croyez au public, c'est encore possible. Regardez, on peut faire des choses chouettes. Et je peux vous donner exemple, les JO, ça a été le pot de terre contre le pot de fer, c'était vraiment ça. Et en fait, on est devenu très vite une licorne, la ville de l'île Saint-Denis pour les Jeux Olympiques, où on était totalement à contre-courant des messages globaux, avec une culture eux, ils étaient high-tech, nous, on était sobriété.
eux, ils étaient sur euh, Big is Beautiful. Nous, on était sur euh, le local, c'est beau et c'est bon, Mm. etc., etc. Et donc, du coup, peut-être dire que aujourd'hui, je considère que pour faire vivre une ville et pour être un maire avisé, il faut avoir une relation à la société civile qui est une relation d'égal à égal et une relation de partenaire et de co-construction et pas les prendre de haut en mode c'est moi l'intérêt général et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Ouais, ça, c'est ultra important pour gagner en force, en robustesse et en dynamisme et aussi se dire que ça prend plus de temps quand on le fait comme ça, parce qu'il faut se comprendre, il faut créer la confiance, et donc ça demande du temps, et qu'en vrai, on ne change pas une ville en un mandat. Voilà, moi, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans que je suis élu, et je vois très bien le chemin parcouru qui a été accéléré grâce aux Jeux Olympiques, aux gros projets nationaux, mais je vois le temps qu'il faut encore pour construire une culture commune dans une ville qu'on dirige depuis 25 ans. Et donc, du Mm. coup, voilà, je voulais quand même dire ça, c'est que c'est un projet sur le long terme un projet de ville, c'est un projet de vie, quasiment, je crois, si j'aimerais résumer le fond de ma pensée. Merci Mohamed. Et on te voit décalé, mais je pense que c'est volontaire, c'est parce qu'il faut se Oui, décaler pour, voilà, pour entreprendre non, sur c'est les territoires. involontaire, totalement. Ok. Merci beaucoup, merci infiniment. Je ne sais pas si François a pu nous rejoindre, s'il y a une urgence. J'ai Non, non, envoyé je des suis là, je messages. suis là, hein. Ah, bah il est là, François. Enchanté de revoir. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, heureux de te revoir. Eh bien, François, tu arrives à pic. Je vais mettre ta slide. François, aussi un maire de Seine-Saint-Denis qui fait bouger son territoire, aussi un maire entrepreneur social. François, est-ce que je peux te laisser te présenter un petit peu ton parcours d'entrepreneur social et comment est-ce que tu penses que, en tant que maire, tu fais bouger ton territoire sur la transition? Ça marche, merci Rudy. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est très difficile de passer après Olivier et Mohamed parce qu'ils ont déjà raconté beaucoup de choses et je dirais que tout ce que j'ai à dire, c'est à peu près tout pareil parce que je les adore et qu'ils sont très inspirants. Puis Mohamed, c'est mon chef, hein, c'est le président des maires de Seine-Saint-Denis. Et donc, je vais essayer d'être plutôt en complément que tout vous raconter, même si je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle François Dechy, je suis maire de Romainville depuis 2020. Alors moi, avant 2020, je travaillais pas avec Brad Pitt, je travaillais avec Thierry Dubois-Étier. Il est aussi beau. Et avec plein d'autres Et moins fous riche. comme lui que j'avais fédéré autour d'un projet qui s'appelait Baluchon. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la finance solidaire au Crédit Coopératif puis à France Active et puis après j'ai eu envie d'agir directement sur le territoire où je vivais, en créant une entreprise sociale et en liant ma passion pour l'alimentation et les enjeux d'inclusion professionnelle, donc avec beaucoup de similitudes avec le parcours de Mohamed. Et puis, à la veille des municipales en 2020, enfin c'était plutôt en 2019, la maire sortante de Romainville ne se représentait pas et je sais pas, 18, enfin, ouais, au moment où on a appris ça, et ça devait être à peu près 15-16 mois avant les élections, et très vite on a vu se déployer une offre politique partisane peu désirable. Et donc c'est parti d'un apéro un vendredi soir avec d'autres acteurs de l'ESS de la ville et l'idée a fait son chemin que de faire une démarche citoyenne pour qu'il n'y ait pas des candidats autoproclamés qui finalement arrivent dans un fauteuil sans qu'il y ait eu un travail de fond
menée avec les citoyennes et les citoyens sur la construction d'un projet de ville. Donc à vrai dire, on est parti sur cette dynamique citoyenne sans vraiment savoir qu'on déboucherait sur une liste au départ, sans vraiment savoir ensuite que on avait une chance de gagner. L'idée, c'était plutôt de dire, après, enfin, dans un contexte national où tous les codes politiques étaient en train de voler en éclats, de dire, on a la conviction que la transition, elle partira des territoires et d'une alliance entre la société civile engagée et des collectivités, et que ça, c'était quelque chose qu'on avait expérimenté en tant qu'acteur de la société civile, dont on voyait aussi les limites au regard du personnel politique local, et donc on décidait de prendre nos responsabilités en engageant une démarche territoriale de construction d'un projet. Bon, et le fait est que cette dynamique citoyenne a très bien marché, on a fait, disons que le candidat autoproclamé issu de la majorité sortante a fait 33% au premier tour. Nous, avec notre liste 100% citoyenne, 100% plutôt profil associatif, ESS, entrepreneuriat, qui s'affirmait quand même de gauche et écologiste, mais 100% citoyenne, a fait 28 contre toute attente. Mais j'ai pas le temps de vous raconter toute cette aventure dingue, mais on a eu une très grosse mobilisation. À la fois des quartiers de Romainville, mais aussi de toutes les ressources liées à la gentrification du territoire. Donc on a eu des artistes, des plumes, des vidéastes, enfin bref, on a fait une campagne de fous qui nous a permis de faire 28. Et l'autre liste de gauche qui fédérait le PC, LFI, LV Génération a fait 27. On a fusionné avec eux et on a gagné. Et donc, on a porté ce projet d'écologie populaire dans le cadre d'une majorité un peu nouvelle qui était composée à moitié de citoyens qui avaient jamais exercé de mandat politique et l'autre moitié de militants politiques plus ou moins aguerris, avec un énorme boulot, hein, puisque la ville a été communiste pendant 60 ans, et ensuite c'était les mêmes qui étaient au pouvoir depuis plus de 3 mandats et demi, dans le cadre d'une alliance ancien PC avec le PS et les écolos. Là, on remettait donc une gouvernance complètement en place avec l'idée de réarmer le service public municipal après des années on va dire, d'abandon et dans le cadre d'une conviction qui était de dire le service public municipal, il doit être à la hauteur des besoins, mais il doit être challengé, questionné, augmenté par la Hmm. participation citoyenne, par les dynamiques associatives. Hmm. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a construit ce projet avec l'idée de faire des alliances sur des sujets pour avoir un certain nombre de victoires rapides. Et je rebondis sur ce que disait Mohamed. C'est vrai qu'on a des gros enjeux. Soit on va très lentement pour produire du consensus sur les sujets de transition écologique, soit on choisit d'abord les sujets sur lesquels on peut avoir naturellement du consensus et on va vite. Nous, on a essayé d'articuler les deux stratégies. Et il se trouve que sur l'alimentation, on avait, entre guillemets, la chance d'avoir une cantine tellement dégueulasse pour nos enfants qu'il y avait vraiment un consensus pour révolutionner le système. Et on l'a fait en alliance avec des acteurs de l'ESS, en l'occurrence une SIC qui s'appelle Nourrir l'avenir, qui était présidée par une Romainvilloise qui avait transformé son indignation de parents d'élèves en réorientation professionnelle vers les métiers de la cuisine, et qui avait fini par fédérer toutes celles et tous ceux qui, partout en France, faisaient engager des révolutions sur les cantines. Et donc on a fait par exemple la première
cuisines sur place, c'est-à-dire avec un projet de réimplantation des cuisines dans chaque école en 100% bio. Voilà, et avec un plan de déploiement d'ici 2030, mais une première cantine qui est arrivée assez vite dans le mandat et pour faire la preuve du concept. Et ça a été un vrai succès et la démonstration par l'exemple que entre des citoyens engagés, les parents d'élèves énervés qui transformaient leur énervement en capacité à co-construire avec nous, une expertise révolutionnaire, enfin une expertise qui subversive Mm. et une collectivité engagée, on arrivait à transformer le système. On a aussi beaucoup travaillé, parce que nous, il fallait aussi, Olivia parlait de la transformation de l'administration, on avait aussi un énorme enjeu là-dessus, et donc on s'est beaucoup appuyé, on a essayé de faire du transfert de techno. Il y a eu beaucoup d'accompagnement, un projet d'administration refondu, partagé, remettre de la qualité dans le dialogue social, mais on a aussi cherché à irriguer de l'état d'esprit et des méthodes de l'ESS notre propre administration. C'est pour ça que la ville s'est positionnée pour être agréée chantier d'insertion, non pas pour remplacer le boulot des assos ou faire à la Mm. place des assos, mais pour que toutes celles et tous ceux qui, dans la ville, travaillaient sur les questions d'insertion sociale et professionnelle puissent connaître de plus près la fonction d'employeur d'insertion. Et donc, on a Mm. créé l'Agence communale de la transition écologique et solidaire, qui est agréée chantier d'insertion et qui porte des activités en lien avec la transition écologique, qui fait des métiers de donc gestion de notre ferme et de nos jardins partagés, d'animation d'ateliers sur l'éco-citoyenneté et l'alimentation, qui fait aussi de la gestion de tiers-lieux. Voilà, donc c'est là, et ça, c'était vraiment le but, c'était voilà, transférer des états d'esprit et des méthodes dans l'administration. Et puis, ça a été très loin, cette aventure sur le volet inclusion, puisqu'on a inauguré il y a quelques mois la fabrique de l'émancipation Claude Alfandéry, qui héberge sur le même site ces 800 mètres carrés de salles de réunion, d'open space, de bureaux, d'accueil, qui permettent ou coexistent ensemble les acteurs municipaux de l'insertion, une entreprise solidaire qui s'appelle Poles, des associations du quartier et qui se partagent un tiers-lieu dédié à l'inclusion et à la formation. Et donc nous, on croit beaucoup à la fertilisation croisée en termes d'état d'esprit. Et ça nous a permis de gagner du temps dans j'allais dire, la transformation culturelle. Voilà, j'essaye d'être court. Peut-être l'autre élément qui est le dernier point sur lequel, enfin deux derniers points sur lesquels je voulais insister. Le premier point, nous on est sur un territoire qui est comme le disait Mohamed, hein, qui suscite beaucoup de cannibalisme de la part des promoteurs immobiliers. Et donc on a beaucoup construit sans forcément anticiper les besoins sociaux, en provoquant la destruction de surfaces dédiées à l'activité économique pour les remplacer par du logement en accession à la propriété. Donc sur un contexte difficile, et donc il y a eu aussi tout un travail de réappropriation du foncier, à la fois pour des équipements publics, mais aussi pour développer notre vision de l'économie. Et donc on a par exemple avec la ville de Noisy-le-Sec et Est Ensemble investi une surface de 3 hectares et demi, une ancienne friche industrielle qui était partie pour être vendue aux promoteurs pour faire du logement, qu'on a décidé de préserver pour faire de l'activité économique autour des transitions. On a appelé ça l'usine des transitions. C'était une ancienne usine de batterie. On a appelé ça l'usine des transitions et on a décidé de faire une incubation, de faire une occupation temporaire incubatrice du futur du site. On a beaucoup, on a beaucoup d'occupation temporaire aujourd'hui
qui permettent de faire naître des initiatives exceptionnelles dans l'économie circulaire, dans l'économie solidaire, dans la cohésion sociale, et qui, une fois que les promoteurs sont prêts, partent et sont envoyés ailleurs pour qu'on fasse des vrais trucs sérieux avec des gros capitalistes. Là, l'idée, on a complètement inversé le truc, on a fait une occupation temporaire de cette friche et on construit l'avenir de ce site en lien avec les acteurs qui innovent et qui incubent des nouvelles activités au sein de ces locaux en occupation temporaire. Et on va tranquillement vers une consolidation de leur modèle à travers de l'investissement public et privé issu de l'ESS. Dernier point sur lequel je voulais insister, avoir des élus qui viennent plutôt de la société civile, de l'engagement associatif de l'ESS, qui arrivent aux manettes. Bon, on est un peu des braqueurs positifs. On est un peu les Dexter, si vous suivez la série de l'économie locale, territoriale et de la cohésion sociale. Mais c'est pas parce que sur nos villages ou nos villes, on a fait un braquage qu'on reste pas dans un écosystème qui est marqué par une culture politique plus traditionnelle, fondée sur le rapport de force, le poids des différents partis. Et donc, on a une énorme difficulté, une énorme responsabilité à trouver les leviers et à toujours bien maîtriser la fin et les moyens pour pouvoir peser. Le citoyen, l'élu citoyen, il peut être le dénominateur commun et celui qui pousse une dynamique à l'échelle d'un territoire. Et on doit travailler des alliances, hein. C'est pour ça qu'on se coordonne beaucoup avec Mohamed à l'échelle de nos territoires, parce qu'on est un peu les deux maires non alignés entre les roses et les rouges. Mais il y a aussi parfois connaître les codes de nos, comment dire, de ceux qui raisonnent pas comme nous, pour pouvoir jouer parfois sur le rapport de force, pour pouvoir impulser des transformations profondes. Je vous donne un seul exemple là-dessus. Là, en ce moment, on a, avec un certain nombre d'élus, pesé de toutes nos forces pour dire, c'est pas, on a aujourd'hui un budget à l'échelle du territoire de soutien de 300 000 euros à l'ESS, et à côté de cela, on a 50 millions chaque année qu'on dépense pour collecter et traiter nos déchets, et ces 50 patates, ils vont exclusivement à des boîtes du CAC 40, type Veolia, Sepur, qui finalement récupèrent des marchés à forte marge sur des sujets sur lesquels les acteurs de l'ESS du territoire ont des choses à dire et à faire, notamment en matière d'économie circulaire. Et là, par exemple, on est sur un gros projet de transformation du cahier des charges de gestion de nos déchetteries pour créer les conditions pour que les acteurs de l'ESS du territoire puissent demain gérer nos déchetteries comme des lieux de valorisation des ressources. Et là, en l'occurrence, les déchetteries, c'est 10 millions de chiffre d'affaires par an. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels, à un moment donné, il faut aussi peser et s'engager en tant que, vous avez appelé ça des maires entrepreneurs, moi j'appelle ça des élus qui viennent plutôt de la société civile engagée. C'est essayer d'imposer un nouveau récit, des nouvelles méthodes en ayant conscience de comment ça marche le reste du monde politique, et pas hésiter parfois à user du rapport de force quand c'est nécessaire pour pouvoir impulser des transformations profondes. Bon, et je m'arrête parce que je pourrais parler pendant 1 heure et demie, mais je veux Et laisser de la François, place aux échanges. Romainville, merci beaucoup François. Romainville, c'est une ville anciennement maraîchère. Tu n'as pas parlé de la cité maraîchère volontairement, ou c'est un projet en tout cas qui s'inscrit quand même dans une histoire de continuité peut-être d'un territoire de transition, quoi. Non? Ouais, alors Romainville, pardon, je l'ai pas dit, mais oui, ça a été une ville maraîchère jusque dans les années 50. Ma prédécesseur avait décidé de créer un objet assez coûteux, mais qui permettait de renouer avec notre passé, de se projeter dans l'avenir. Donc on a hérité de ça et on a vraiment fait Hmm. au-delà de la cité maraîchère, hein, qui est pas une réussite sur le plan technologique, hein, d'en Hmm. faire vraiment un projet d'éducation populaire Hmm. autour de l'alimentation et de faire
de l'alimentation un levier Hmm. du récit et un levier majeur de cohésion. Mohamed a très bien décrit notre problématique, c'est qu'on passe de territoires qui sont d'une mixité sociale très resserrée. Il y a 20 ans, Romainville, il y avait l'échelle sociale, ça allait des ouvriers aux instituts, du logement social où il y avait les ouvriers, des pavillons où il y avait les ouvriers qui étaient devenus contremaîtres et des instituts, à une ville où le risque de polarisation est vraiment très très fort, avec un logement social qui se paupérise et des pavillons où aujourd'hui c'est plus des instituts qui les achètent, c'est plutôt des avocats fiscalistes. Donc le gros sujet, c'est comment on fait ville ensemble. Et l'alimentation, c'est un puissant levier et qui crée du consensus autour de la transition, autour de l'écologie populaire. Et donc, on a effectivement un vaste plan où on a la gestion, on a repris en gestion municipale des jardins familiaux et on a un gros plan de déploiement. On a la cité maraîchère qui est un peu notre cité des sciences de l'alimentation. On a la transformation du modèle de nos cantines. On va vers une expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation avec le CCAS. Donc ça, pour nous, l'alimentation, c'est vraiment un sujet Hmm. majeur pour créer de la cohésion et puis, bien sûr, nourrir toutes les politiques publiques, sociales, santé et éducation. Ouais. Et peut-être en un mot, parce qu'on n'a plus trop le temps, mais c'est pas pour faire du tout de la pub, mais on avait expérimenté avec vous, tu as expérimenté sur le CCAS, une expérimentation qui s'appelle l'ABS plus R, avec Mm. l'idée de faire de la ville et de montrer que c'est une ville pleine de ressources locales. Et voilà, il y a une analyse d'impact avec Ça, la directrice qui a montré que ça avait pu un peu changer la perception de la ville. ouais, ça transparaissait. Comme Mohamed avait à peu près raconté la même chose, j'ai zappé pour faire court, Hmm. mais c'est effectivement, bah, je pense que ça incarne bien l'idée sur nos territoires, de dire oui, on a des besoins sociaux, on est confronté à des défis immenses. Sur nos territoires, mais on a dans le même temps beaucoup de ressources, beaucoup de capacité d'engagement de la population, beaucoup de nouveaux habitants et effectivement pour sortir du clivage entre les bobos qui viennent d'arriver et les classes populaires qui sont là depuis longtemps, de pouvoir justement créer des liens et des ressources. Et donc j'invite toutes les collectivités à abandonner la version traditionnelle de l'analyse des besoins sociaux, qui est souvent un traitement statistique assez basique et peu innovant, pour justement avoir une analyse des besoins sociaux beaucoup plus approfondies et par ailleurs qui articulent immédiatement la question des besoins et la question des ressources, parce qu'encore une fois, c'est pas seulement l'action du CCAS qui peut relever le défi des besoins sociaux de mon territoire, mais bien une capacité de compréhension collective des défis sociaux et une capacité de mobilisation collective et des services publics et de la société civile et des citoyens et des citoyennes engagés. Donc, vive l'analyse des ressources et vive la Compagnie Générale des Autres. Et vive la France. Et merci François. Et vive Romainville, vive Marseille, vive l'île Saint-Denis. Est-ce que à cette étape-là, avant de passer aux prochains intervenants, Thierry, est-ce que tu voulais faire un petit lien, poser deux, trois questions? Est-ce qu'il y a des questions, mais rapidement, là, qui se posent et quelqu'un qui voudrait, ça le brûle d'intervenir maintenant ou qu'il se taise à jamais? Mais moi, je préfère pas trop intervenir parce que de toute façon, je les connais, ces camarades, tout le bien que j'en pense, et donc c'est parfait tout ce qu'ils ont dit. Et ça montre vraiment ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut, au niveau local, commencer vraiment à changer les choses sans attendre. Donc, je ne fais pas plus de commentaires, je préfère laisser la parole à d'autres personnes qui peut-être ont des questions à poser ou des commentaires à faire. Eh bien, c'est le moment. Vous avez 3, Patrice, 2, qui veut parler. 1. Patrice. Oui, bah, c'est très, très, très rapide. Juste un petit coucou à tout le monde parce que ça fait longtemps que je vous ai pas rejoint.
Et je ferai ça en clin d'œil. Alors, bravo aux intervenants, c'était super intéressant. Et moi, je sors de 6 ans d'expérience municipale avec une femme maire qui était jeune et qui avait des vraies idées de changement pour notre petite commune rurale. On peut aussi changer dans les communes rurales. Et le petit clin d'œil à Thierry, c'est de dire que c'est quand même beaucoup plus gratifiant de faire bouger sa commune et son territoire localement que d'essayer de faire bouger un ministère où on s'use vite et où on n'obtient pas grand-chose. Allez, salut tout le monde. Hmm. Bien dit. Et d'autres personnes ont levé la main. François, Florine. Bonjour François Rouvier. Moi j'ai levé la main pour poser une question à François de Chis, s'il est Bonsoir, encore là. D'abord, François. merci toutes les interventions, c'était absolument passionnant. Donc moi je suis sur une liste municipale dans une petite ville, un tout petit village de 2000 habitants dans le Vexin, Hmm. dans le 95, avec un vrai grand projet de transformation qu'on porte avec la tête de liste. Moi, j'ai une grande expérience d'économie sociale et solidaire. J'ai connu Thierry Le Boëtier quand j'étais chez Renault, où j'ai développé un grand programme de mobilité solidaire qui s'appelait Mobilité. Hmm. Mobilise, ouais. Et voilà. Et donc, et puis j'ai dirigé une petite boîte aussi de l'économie sociale et solidaire après. Moi, je voulais demander à François Dochy, quand il est arrivé à la tête de la mairie, et donc si j'ai bien compris, avec un peu de surprise, mais quand même, il a eu le temps de travailler son projet. Est-ce qu'il avait déjà la vision de tout ce qu'il a fait? Comment en fait il a fait tout ça? Parce qu'il a fait, j'ai l'impression, énormément de choses, mais ça se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. Et surtout, est-ce qu'il s'était programmé ou comment ça s'est construit? C'est en fait, je pense que il y a la question, c'est comment tu survis à l'arrivée dans ce grand bain qui ressemble pas au monde des bisounours que tu as connu avant, ni au monde de l'entreprise, parce que ce qui est très très frustrant pour des entrepreneurs, c'est que souvent quand on est entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire, on produit la vision politique et on la réalise. Dans le monde merveilleux des collectivités locales et du statut de la fonction publique, on est plutôt censé euh, exprimer des orientations et prier pour que l'administration puisse la mettre en œuvre. Je pense qu'il y a vraiment pour tous les acteurs, c'est pas parce qu'on veut changer le monde et qu'on veut changer le monde, la façon de faire de la politique, qu'il faut ne pas se faire l'effort d'essayer de comprendre comment le monde politique fonctionne. Et il se trouve que moi, j'ai eu la chance d'être un enfant d'élu local, structurellement minoritaire au PS, et donc qui avait déjà connu toutes les saloperies qu'on peut imaginer dans le monde politique. Et par ailleurs, j'étais passionné, mais d'une espèce de passion malsaine. J'ai adoré Baron Noir, etc. Donc si vous voulez, j'ai essayé de transformer positivement ma passion malsaine pour les petits jeux politiques que j'ai toujours adoré observer, analyser et dont Hmm. j'aimais m'amuser en tant qu'observateur pour essayer de survivre. Parce qu'effectivement, quand vous débarquez dans une ville, vous devez avoir réponse sur tous les sujets qui concernent vos habitants et sur 100 sujets sur lesquels on vous interpelle, il y en a 10 où vous avez un pouvoir direct et 90 où vous n'avez qu'un pouvoir d'influence d'embarquement d'autres partenaires. Voilà, donc il faut savoir jouer des coudes et toujours avoir une analyse qui permette de mettre sa compréhension de l'écosystème actuel ou du monde ancien au service de votre monde nouveau enfin, en fait, l'enjeu, c'est savoir faire de la politique autrement Hmm. avant que la politique vous rattrape et fasse de vous un personnel politique tout pareil. Donc, Hmm. c'est savoir jouer de ça
pouvant aussi s'entourer. Et moi, je veux saluer l'ami Thierry, l'ami Hugues, l'ami Christian Sauter, l'ami Christiane Bouchard. Voilà, c'est toujours très important quand on se lance de s'imprégner et d'être entouré de personnes qui se sont cogné le système avant vous. Ok, merci beaucoup pour ces éclairages. Florine, moi je propose que comme tu interviens après, on va faire un combo qui se coule, double effet qui se coule. Ça y est, je suis un boomer, je dis des phrases voilà, des expressions boomer, mais voilà pour avancer un petit peu et que tu puisses poser ta question, juste pour Je la savoir garde. à s'adresser à qui? Elle s'adressait à l'ensemble des participants Oh, parce que j'ai lu d'accord. leurs paroles et j'ai envie de rebondir sur un certain nombre de choses, mais je vais tout synthétiser, rassurez-vous. C'est bien, ça les oblige à rester pour la suite. Alors, je vais passer ensuite le flambeau à Cécile. Cécile, est-ce que tu es là? Cécile Dublanche, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ton micro fonctionne? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Cécile, tu as créé Et si demain, tu fais que tu appelles du coaching territorial et tu as fait une étude auprès de plus de 100 élus UE, des femmes, et que tu as pu analyser deux, trois choses intéressantes à nous transmettre, notamment, il me semble, sur tout ce qui est charge mentale, comment concilier engagement perso quand on est, et politique, surtout quand on est une femme. Est-ce que je peux te laisser te présenter et présenter l'étude? Je te remercie. Alors, peut-être ce qui me caractérise aussi, c'est que je suis dans l'équipe de NIAC depuis 12 ans. J'ai compris que c'était 12 ans. Donc, merci pour l'invitation. Et moi, ça sera plus concret comme contribution. Et mes bonjour à Thierry en particulier de l'aide depuis toujours. Merci Rudy. Je suis très, très émerveillée par les trois témoignages que nous avons eus. Et je réalise que, en fait, on va dire, pour moi, c'est cette conviction forte que, effectivement, des maires peuvent complètement transformer les territoires et que c'est par eux que les solutions avancent et que c'est une solution plus globale. En fait, ça me rappelle enfin, la déception que j'ai eue en début d'année dernière quand il y a eu comment dire, des messages dans les médias qui étaient très, très négatifs sur les élus. On parlait, suite à des études qui ont été faites, des études tout à fait sérieuses, mais on ne parlait que des démissions des maires, que des violences faites aux maires. Il y avait, pour moi, c'était une bonne nouvelle que la parité était étendue jusqu'aux communes de moins de 1000 habitants. Et là, on se demandait, mais est-ce qu'elles vont vouloir? On va pas trouver de femmes. Enfin, tout était extrêmement négatif. Et il y a une sorte de dissonance entre quand on travaille avec des élus et qu'on voit l'engagement qui est lancé et puis comment ça permet voilà, de réaliser les choses avec aussi beaucoup d'enthousiasme, de joie. Je crois que tout à l'heure, Mme Fortin parlait de joie tout à l'heure. C'est vraiment très, très négatif. Et du coup, je me disais que c'était pas une bonne façon de donner envie à des femmes élues de venir s'engager alors qu'on décrit ça de manière aussi négative. Hmm. Voulu aller voir un peu de quoi ils sont, enfin, de quoi ils sont retournés et en particulier de regarder s'il y avait une différence en fait entre les élus des hommes et des femmes et comment les femmes rentraient en politique, comment elles apprenaient leur mandat et comment elles le vivaient. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait finalement peu voilà, de documentation là-dessus et j'avais envie de le savoir. Alors, j'ai pensé faire une petite enquête comme ça pour, j'imagine, une trentaine de personnes. Et finalement, j'ai eu beaucoup de réponses à un questionnaire, plus de 80. Puis finalement, j'ai 104 femmes élues, 114, pardon. Et du coup, ça a été extrêmement vivifiant. Là-dedans, il y a un tiers de maires, un tiers de conseillères municipales et puis deux tiers non, pardon, d'écart et puis deux tiers d'adjointes. Et il est important aussi de vous dire qu'il y a 70% qui sont issus de la ruralité, donc on n'est pas à la même échelle de ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et pour autant, autant il y a des différences très fortes, bien sûr, de contexte local par rapport aux moyens, par rapport aux capacités de faire, par rapport aux services, par rapport au type de projet qui peut être fait. Et pour autant, je trouve qu'il n'y a pas forcément de grandes différences sur les parcours des femmes qui sont très variés, mais qui peuvent être vraiment liés à leur histoire personnelle, leur parcours de formation, le contexte local, la question comment dire, du climat aussi local, Hmm. de la réalité
Et j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il n'y avait pas tant la question des élus urbains ou des élus ruraux, mais il y a une question, on va dire, d'hommes et de femmes que l'on ne voit pas. C'est souvent lié à la question de l'écriture, puisqu'on parle des élus, du coup, on ne sait pas si on parle des élus femmes ou des élus hommes. Et quand il y a eu des travaux sur les démissions, par exemple, on n'a pas dit qu'il y avait plus de femmes qui démissionnaient ou plus d'hommes. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre. Du coup, je me suis rendu compte quand même qu'elles avaient globalement des ressources, on parlait de ressources, une énergie exceptionnelle, une envie de réaliser des choses extrêmement concrètes et une mobilisation à toute épreuve. Même si elles venaient d'un milieu qui n'était pas du tout prévu pour faire de la politique, elles sont venues parce qu'elles ont été appelées, comme on dit. Et souvent, on raconte qu'elles ne, comment dire, elles se disent qu'il faut réfléchir, qu'il faut demander à leur mari, ou elles hésitent parce qu'elles penseraient ne pas être compétentes. Et moi, je me rends compte qu'en fait, c'est qu'elles ont un discernement extrêmement fort parce qu'elles doivent aussi concilier une vie personnelle, professionnelle et de mandat, ce qui devrait être le cas pour tout le monde, et qu'elles essayent de voir si c'est possible. Et quand elles disent qu'elles n'y connaissent rien, c'est plutôt un aveu de transparence, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élus, je crois, qui ne connaissent pas le domaine des collectivités locales quand ils arrivent. Et par contre, elles se forment beaucoup, elles apprennent, elles deviennent vraiment expertes de leur sujet. Et j'ai trouvé ça intéressant de le rendre plus visible, parce que c'est des choses qu'on parle des fois de manière un peu condescendante des femmes qui entrent en politique. Et là, je trouvais que ça méritait d'être plus valorisé pour justement rendre compte de la place qu'elles occupent dans les territoires. J'ai bien évidemment essayé de comprendre quels étaient les freins systémiques. Alors, on va parler bien sûr donc de la triple charge mentale, mais finalement, il y a aussi la question de la place qu'on leur laisse une fois qu'elles sont élues et comment dire, des tensions qu'il peut y avoir avec la question du sexisme aussi auquel elles peuvent être confrontées. Et du coup, elles sont toujours, comment dire, prêtes à réagir, ou en tout cas, doivent se prémunir d'attitudes malveillantes. Et donc, ça leur fait une charge supplémentaire qu'il faut prendre en compte. Mais du coup, elles résistent magnifiquement. Je me suis rendu compte aussi qu'elles étaient dans un nouveau forme de rôle modèle. En fait, des élus dont on ne parle pas beaucoup, qui ne sont pas forcément très, très visibles, et pour autant qui réalisent des choses magnifiques dans leur territoire et qui ont développé des compétences vraiment de coopérative ou des questions d'écoute profonde ou des questions aussi de médiation. Et c'est, je pense, des compétences dont le monde a besoin. On parle un peu des compétences du XXIe siècle et je trouve que la plupart, en tout cas, en font preuve et du coup, c'était intéressant de le signaler. Alors, j'ai regardé aussi la question de ce qui pouvait les empêcher et j'ai voulu voir s'il y avait un problème d'éco-anxiété parce que je me disais que comme le mandat qui arrive, ça va être le mandat aussi des objectifs de 2030, il y a beaucoup d'enjeux sur les questions de transition, on en parle aujourd'hui. Et j'ai été surprise que en fait, 3% seulement disaient qu'elles pouvaient avoir des signes d'éco-anxiété. Donc, j'étais surprise qu'il n'y ait pas de préoccupation, de questions de transition. Et dans les entretiens, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. C'est que, en fait, l'action leur permet de dépasser la question de l'éco-anxiété parce qu'elles font aussi tout ce qu'elles peuvent. Elles essayent de comprendre l'évolution des territoires. Elles essaient de trouver des personnes ou des structures qui peuvent les aider à porter des projets. Mais elles ne vont pas forcément appeler ça de la transition écologique. Elles ne vont pas forcément parler de transition sociale, mais elles font du lien entre les personnes, elles impliquent les personnes qui peuvent être les plus éloignées. Et du coup, c'était intéressant de voir comment elles sont pleinement engagées, on va dire, pour le monde de demain. Elles ont des compétences vraiment nécessaires pour le monde de demain. Et comment dire, elles ne le racontent pas forcément, en fait, ou elles ne le disent pas forcément. Alors, c'est aussi sans doute parce qu'elles viennent c'était pas mal en ruralité, et qu'en ruralité, ces sujets écologiques sont plus compliqués à verbaliser. Et donc, elles font, mais sans forcément le dire, sans cacher non plus. Mais c'était intéressant de voir qu'il y avait une question comment dire, de la capacité de l'action de dépasser les difficultés et les limites, en fait, de la situation. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y ait un nouveau statut des élus, donc il va déjà bien améliorer les choses, mais je pense qu'il y a encore d'autres choses qui pourraient améliorer complètement la place des femmes dans la politique. Et en particulier, je pense qu'il serait
important maintenant de compter vraiment, et quand on fait des études, de distinguer si on parle des hommes et des femmes, parce qu'il y a des réalités différentes et il y a des apports vraiment différents d'expériences de vie et puis de parcours différents, de regards différents. Et du coup, pour notre démocratie, c'est quand même très, très important. Et si on veut que donc, des femmes se présentent, ben, il vaut mieux leur en parler de manière positivement plutôt que de leur dire, écoute, il me faudrait encore des femmes parce que j'en ai besoin pour la parité. C'est quand même pas toujours très motivant, en tout cas. Hmm. J'ai demandé à chacune de me dire un peu qu'est-ce qu'elles auraient envie de transmettre à des nouvelles élus. Et j'en ai fait ce que j'appelle une feuille de route pour leur donner un peu enfin, des conseils comment dire, qui ont été validés par l'ensemble. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que certaines qui ont relu me disaient qu'en fait, c'était très bien pour des nouvelles élus, mais que c'était une feuille de route qui pouvait être utile aussi pour des élus qui sont aussi en place. Parce qu'il y a toujours Hmm. besoin de remettre un peu de distance et de perspective par rapport à ce qu'elles vivent au quotidien, qui est très intense aussi. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est François ou Mohamed qui parlait de grande intensité. Donc, c'est pas la même échelle. Et pour autant, ça mérite d'être salué. Et puis parce que c'est aussi elles qui tiennent voilà, ces territoires qui ont besoin d'avenir et de soutien pour les populations qui peuvent être plus éloignées. Donc voilà, Euh, donc, en fait, je suis en train de finir la mise en forme de l'étude et donc ouais. vous proposez de la mettre sur le Padlet quand ça sera fini. Vous donnez surtout envie de le lire parce que c'était très court pour en parler plus complètement. Mais voilà. Merci beaucoup, Cécile. On est carrément à la bourre, mais c'est parce que on a besoin de mettre de l'énergie dans la pompe. François, tu as levé la main. Une petite question rapide, peut-être? Ouais, j'ai une petite question. C'est un sujet qui. Merci beaucoup pour ton travail. Euh, c'est une question réflexion. Je pense sincèrement, après 6 ans sur un sujet qui est très cher à mon cœur et dans le cadre de mon processus de déconstruction, qu'il y a un os qu'il faut dénouer et qui n'est pas du tout dans le débat public aujourd'hui. On a eu un certain nombre de politiques favorables à la mixité, à la parité. On a eu des lois. On a tout un travail de la société civile pour pousser les sujets d'égalité. Moi, je pense qu'il y a un dernier cap, mais qui n'est pas du tout dans le débat public. Je pense sincèrement que si on veut plus de femmes en politique, enfin pas plus de femmes, autant d'hommes que de femmes en politique, et qu'on arrête d'avoir, parce que aujourd'hui, il y a toujours qu'on est dans un système un peu bonapartiste, hein, où à la fin, il y a qu'un seul maire. Et Hmm. bizarrement, même si on dit un deux un deux un deux, c'est 80% des mecs et 20% des femmes. Donc moi, j'ai quand même la conviction qu'à un moment donné, si on veut passer un nouveau cap, il va falloir que des mecs bien, des maires bien, renoncent à leur pouvoir. Et ça, c'est pas Hmm. du tout dans le débat public aujourd'hui. Et je pense qu'il faut pouvoir l'organiser parce que quand vous avez des maires qui sont bien et qui sont prêts à passer la main, ou qu'ils acceptent qu'ils doivent passer la main, Hmm. bah, le gros risque, c'est que ce soit des mecs qui leur succèdent. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet à amener dans le débat public, cette notion que si on veut vraiment avancer maintenant qu'on a fait les lois sur la parité, bah, ça veut dire que, il faut qu'il y ait des mecs qui renoncent à leur pouvoir. Voilà, Hmm. c'était ma réflexion et je voulais savoir ce que potentiellement on pouvait faire pour accélérer ça. Alors, Parce que tant Alors, qu'elles sont pas mères, on n'y arrivera pas. alors j'ai Cécile, en une phrase ou deux, parce qu'il faut qu'on avance. Après, de ceux qui ont un dessert et un café gourmand, vous pouvez rester avec nous jusqu'à 14h15. Ok, on va se donner encore un quart d'heure, 20 minutes. Donc, il reste encore deux, trois intervenants. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit café pour continuer le pique-nique. Cécile? juste pour vous donner envie de lire mon livre, en fait, il y a plein de propositions aussi sur ce que j'appelle un peu une nouvelle culture entre les hommes et les femmes. Voilà, il y a plein de verbatim. Je pense que vous trouverez votre miel, François, enfin, votre miel, François, par rapport à ces questions qui sont posées. Euh, voilà, je n'ai pas assez de temps pour en parler. Mais c'est bien sûr qu'il faut aller au-delà de la parité quantitative. Euh, Hmm. c'est la question de comment on arrive à gouverner ensemble, hein, plein de possibilités. En tout cas, ça a démarré, mais il faut aller plus loin et plus vite.
Merci beaucoup, Cécile, pour ce ping-pong. On va devoir avancer. Tous ces sujets-là nécessitent évidemment d'être approfondis dans un second temps. Je vais demander parce qu'on parle d'études, donc je vais demander à Emma Ouais, de bien vouloir. Emma, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu as un café gourmand à ta je suis, disposition? je suis toujours là et pas besoin de café gourmand. Vous m'avez donné D'accord, suffisamment d'énergie. super. Merci beaucoup pour l'invitation et ouais, c'était vraiment passionnant. Enfin, je rejoins les éloges qui ont été partagés plus tôt. Donc de mon côté, je travaille pour The Shift Project, qui est une association créée en 2010, notamment par Jean-Marc Jancovici, qui éclaire et influence le débat sur la transition énergétique et climatique en France et en Europe. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille sur la transition des territoires et donc on s'intéresse de près à tout ce dont on a discuté aujourd'hui, à savoir donc ce qui peut rendre des territoires bas carbone, résilients, et faire en sorte justement que l'ensemble des territoires, pas seulement urbains, mais aussi l'ensemble de la France, l'outre-mer également, puissent faire partie, prendre part véritablement à cette transition énergétique. Donc, on a lancé en 2024 une première grande consultation à destination des agriculteurs, parce que notre volonté, c'était justement d'influencer le narratif au niveau national pour montrer qu'il était vain d'opposer agriculteurs et écolo et transition écologique. Et donc, on a interrogé à l'époque 8000 agriculteurs qui ont montré qu'ils étaient massivement prêts à faire cette transition à certaines conditions, et notamment à certaines conditions d'un point de vue de soutien financier, d'appui technique, de portage politique, de vision politique. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse de près à vous, élus locaux, maires et élus municipaux. Et donc, on a lancé mi-octobre 2025 une grande consultation des maires et des élus municipaux qui vient de se terminer là début janvier. Et on a interrogé donc plus de 3000 élus municipaux, dont 1000 maires, sur les enjeux de transition et sur comment vous vous sentez personnellement par rapport à ces sujets-là, enfin, qu'est-ce qui vous motive, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine, ce dont vous auriez besoin, quels sont les freins. Et c'est donc une mine d'or en termes de contenu pour mieux comprendre justement comment mieux outiller les maires et les élus municipaux pour la suite. Alors, on est aussi, nous, en train de finaliser l'analyse de cette étude, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant. La restitution aura lieu le 12 février 2026 à 18h30. Donc, c'est une restitution qui aura lieu à la fois physiquement à Issy-les-Moulineaux et retransmise en direct sur la chaîne YouTube du Shift. Mais ce qu'on voit déjà dans les premiers résultats, c'est donc une volonté massive, évidemment, de la part des élus de s'engager davantage, une préoccupation qui est déjà très présente. Donc, plus de la moitié des élus municipaux se sentent vraiment préoccupés par ces enjeux, à la fois des effets du changement climatique, mais aussi de dépendance aux énergies fossiles. Ça, c'est un thème qui ressort beaucoup. Près de la moitié voit déjà les effets du changement climatique sur son territoire. Et notamment les femmes, donc c'est intéressant Cécile, parce que ça fait le lien avec ce que vous avez évoqué, les femmes sont d'autant plus sensibles aux effets existants et craignent d'autant plus les effets et l'intensification des effets du changement climatique à l'avenir. Et les femmes souhaitent justement davantage être enfin les femmes élues, les répondantes, souhaitent davantage être formées, outillées par rapport à ces questions-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des mesures qui sont plébiscitées et qui font quasi l'unanimité au sein des élus, comme par exemple la rénovation des bâtiments, des logements, tout ce qui est lié aussi aux mesures de sobriété dans les usages, alors que d'autres mesures sont beaucoup plus clivantes, comme par exemple remplacer la viande par des protéines végétales dans les cantines. Donc on voit voilà, qu'il y a certains sujets sur lesquels il va falloir axer notre communication et l'appui donc aux élus qui souhaitent utiliser différents leviers pour décarboner leur territoire. Et enfin, ce qu'on a trouvé aussi très intéressant, c'est de voir à quel point les communes rurales, les petites communes, notamment les communes de moins de 500 habitants qui représentent quand même plus de la moitié des communes en France, se sentent démunies par rapport à ces questions. Donc il y a à la fois une forte envie de s'engager, enfin, beaucoup d'effets déjà présents du changement climatique, une forte envie d'atténuer les effets du changement climatique et d'adapter aussi les infrastructures existantes, et pour autant de très forts besoins en termes de moyens, d'outils, enfin d'outillage, d'accompagnement. Et donc, ça va évidemment aller dans le sens des travaux d'influence du Shift par la suite. Alors, je vois, Rudy, que tu montrais la page des Shifters. Effectivement, The Shift Project, donc on est une association d'une trentaine de salariés à Paris, mais on est accompagné
accompagnés par les Shifters, qui sont aujourd'hui plus de 20 000 bénévoles partout en France. Et il y a énormément de groupes locaux dans toutes les régions de France, dans les principales villes, mais aussi dans des régions rurales, qui sont donc des bénévoles engagés pour à la fois challenger les candidats aux élections municipales de 2026 et ensuite accompagner les futures équipes, élues pour accélérer justement la transition. Donc, si vous souhaitez vous appuyer sur l'association, enfin le groupe local des shifters de votre municipalité, n'hésite pas, il y a forcément des shifters pas loin de chez vous. Euh, et donc là, on va donc enfin dans les prochaines semaines, The Shift Project va publier cette grande consultation des maires pour justement appuyer au niveau national, dans le débat public national, l'importance d'accompagner les élus locaux enfin d'accompagner, de financer les élus locaux pour qu'ils puissent accélérer la transition. Et effectivement, les bénévoles shifters vont accompagner également les élus au niveau local pour justement avoir des relais citoyens au niveau de ces sujets-là. Donc, je vous donne, enfin, comme le temps presse, je ne vais pas m'étendre, mais je vous donne rendez-vous le 12 février à 18h30 en présentiel si vous le souhaitez à Issy-les-Moulineaux. Pour ça, il faut aller sur le site du Shift, vous verrez le lien pour vous inscrire. Ou sinon, à distance, donc on a un webinaire qui sera diffusé sur la chaîne YouTube du Shift et on mettra évidemment à disposition l'ensemble des résultats de cette étude. Et je me tiens aussi à votre disponibilité, je vais mettre mon mail dans le chat, je me tiens à votre disposition pour faire une présentation. Enfin, voilà, on sera ravis de présenter ces résultats plus en détail avec des focus régionaux, avec des focus par type de territoire, avec des focus aussi élus ES, pour donc voir comment les femmes se préoccupent de ces enjeux environnementaux. Voilà. Merci beaucoup, Emma. On sent que tu as pris un espresso là. C'était hyper dynamique et rapide. Et Oui, désolé. non, non, Euh, c'était pour. le temps déborde. Florine et Moussa, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que l'un d'entre vous a un impératif et doit intervenir absolument avant l'autre? Moi, Non. je vais pas devoir tarder, parce D'accord. qu'effectivement, j'avais un rendez-vous dans pas très longtemps et du coup, je suis déjà en retard. Enfin, je Et sais pas Florine, si c'est le cas C'est aussi pour bon, Florine. je peux c'est attendre bon? encore quelques minutes. Je peux surtout avoir le plaisir d'écouter Moussa. Ouais, parité oblige, allez, Merci. hop, un homme avant de conclure par Florine. Moussa, tu es là, tu es président de l'association Entrepreneur Social, donc entrepreneur de territoire aussi, et tu as récemment teasé sur ton engagement politique à Bagnolet. Est-ce qu'on va avoir le dénouement maintenant? Donc, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et c'était hyper intéressant tout ce que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure. Très inspirant, vraiment. Ça donne des idées et ça encourage pour la suite. Donc, grosso modo, comme Rudy le disait, moi j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps un engagement politique plus poussé parce que notre action de terrain, notre action quotidienne avec nos structures associatives sont politiques également. Mais pour la petite histoire, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai mis du temps à m'en rendre compte et j'acceptais pas au départ quand on me disait, mais Moussa, tu fais de la politique. Et tout de suite, le discours que j'avais, c'était, ah non, 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 ne me mélangez surtout pas à ces hommes politiques, ces femmes politiques, enfin, à cette manière, en tout cas, de faire la politique. Moi, c'est pas mon rôle et c'est pas ce que je fais. Et je me suis rendu compte d'une chose avec le temps, c'est que la politique, c'est quelque chose de noble à la base. C'est quelque chose qui aujourd'hui, malheureusement, est fait par beaucoup de mauvaises personnes, mais c'est pas la politique qui est mauvaise en soi. Et en portant ce discours aussi et en renvoyant d'un revers de main cette question de politique et nos responsabilités à prendre, hein, bah, ça renvoie aussi comme message auprès de beaucoup de jeunes que la politique, c'est pas quelque chose de correct, que c'est quelque chose qu'il faut pas pratiquer, etc. Donc, je me suis dit, on peut pas se plaindre à la fois du désengagement de certains jeunes à voter, etc., quand nous-mêmes, suivis entre guillemets, je mets bien des guillemets, comme exemple, on balaye cette question politique et on la réfute à chaque fois qu'on nous dit qu'on en fait. Donc, partant de ce constat-là, moi, je suis un peu motivé par un grand nombre de personnes venant vraiment de différents quartiers, de différentes origines et tout ce qu'on veut, de différentes catégories sociales pour que je puisse me présenter. Effectivement, c'est une réflexion que je prends, c'est je prends le temps de rencontrer les gens, je prends le temps d'échanger avec beaucoup de monde, notamment des acteurs politiques. Mais j'ai aussi une réalité qui me fait face, c'est celle de ma disponibilité. Pour une deuxième petite histoire, je suis papa de deux paires de jumeaux en très bas âge, qui sont très rapprochés, et donc forcément, ça demande beaucoup de temps
tant pour la maman que pour le papa. Et j'y tiens à être auprès de mes premiers administrés, j'ai envie de dire. Et de ce fait, bah forcément, ça, moi, là, voilà, aujourd'hui, je me dis, voilà, être mère, c'est aussi des responsabilités, c'est du temps. Et c'est aussi une lourde tâche. C'est des doléances qui sont compréhensibles, qui sont assez fortes, auxquelles je ne pense pas pouvoir répondre aujourd'hui. Pas par manque de capacité, pas par manque à fédérer des équipes, à fédérer des gens, mais réellement parce que voilà, le temps qui incombe à ces responsabilités, je pense ne pas l'avoir et j'ai envie de faire les choses vraiment concrètement. Donc j'ai eu d'autres options. Après ce premier teasing, j'ai pu rencontrer différents collectifs, différentes listes. J'ai eu des propositions, notamment pour rejoindre des listes. J'ai fait le choix de ne pas y aller parce que ça concordait pas forcément avec la manière dont je voyais la politique et la manière dont je la porte, quand bien même il y avait des personnes superbes dans ces équipes et qui avaient des idées qui allaient dans le sens aussi de ce que j'ai envie de porter. Mais les appareillages, comment on peut dire ça? Les arrangements de second tour, etc. Il y a des choses avec lesquelles j'étais pas très à l'aise. Et moi, malheureusement ou heureusement, quand je suis pas à l'aise avec quelque chose, je prends beaucoup de recul. Et ce recul me permet aujourd'hui de voir que c'est pas forcément la voie que j'ai envie de choisir. Hmm. Mais un engagement politique, c'était aussi une importance pour moi de montrer qu'il y avait d'autres manières d'en faire, qu'on peut en faire sur le terrain, qu'on peut Hmm. en faire à travers le lien qu'on crée avec ses voisins, qu'on peut en faire en s'engageant en tant que parent d'élève. Enfin, il y a énormément de manières d'en faire. Et surtout, moi, celle qui me parlait le plus, c'est celle sans pouvoir. Pourquoi? Parce que même si, encore une fois, tu en as qui savent l'utiliser à bon escient, ce pouvoir de maire, et qui en font vraiment des leviers pour transformer leur ville, pour créer du lien entre eux. On en parlait tout à l'heure, les nouveaux arrivants, les habitants historiques, etc. Enfin, tu en as qui savent vraiment l'exercer correctement. Et j'ai pu voir aussi que ça détournait beaucoup de leur intention première. Et comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et moi-même, je me dis en tant qu'humain, je suis peut-être pas à l'abri de ces choses-là. Donc, j'ai envie de prendre encore plus de temps, d'encore plus nourrir mes intentions avant de passer du côté institutionnel des choses. Et c'est là qu'avec un collectif d'associations, on monte un projet alternatif qui est un projet politique et on l'assume, mais sans exercice de pouvoir, sans recherche de pouvoir, où on a créé une charte qu'on va proposer à l'ensemble des élus ou des listes en tout cas de signer. Dans cette charte, on reviendra sur notamment le suivi et la transparence des politiques qui sont mises en œuvre, parce que les grands discours, comme on va améliorer l'éducation, mais sans rentrer dans les détails concrets, ou avec quels moyens, avec qui, avec quelle temporalité, on se dit, bah, à un moment donné, ça suffit. On a des expertises de terrain, on a des compétences, et comment on peut la mettre au service du bien commun aujourd'hui à travers de la politique et un projet. Bah, ça a conduit à cette fameuse charte avec différents articles qu'on proposera là dans les prochains jours aux différentes listes qu'on va rencontrer, avec des instances aussi de suivi. Vous allez vous Hmm. dire, ils sont un peu fous ceux-là, mais on a même monté un dossier de candidature pour le Hmm. prochain maire. Et l'idée, c'est avoir des éléments tangibles, des éléments factuels sur vraiment les politiques. On a mis 3 priorités en place, que ce soit la question de la jeunesse et de l'éducation, que ce soit la question du vivre ensemble. Vous en parliez tout à l'heure, ces questions de nouveaux publics qui se rencontrent, où on a du mal à les faire vivre, à se faire parler, et où malheureusement on oppose beaucoup, notamment autour de cette transition écologique, les pistes cyclables. Enfin, il y a beaucoup d'incompréhensions qui font que les gens ont du mal à se parler et se voient les uns comme les autres comme des opposants, parce qu'on ne vit pas la ville de la même manière, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes. Mais avec de l'écoute, avec de l'empathie, on peut avancer, on peut faire des choses. Mais ça, pareil, nous, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de matière, en tout cas des différentes listes là-dessus, et on voulait vraiment aller en profondeur sur ce sujet-là. Et la question de la vie associative, étant tous issus de milieux associatifs, on voulait aussi voilà, pousser le curseur et voir jusqu'à où ils iraient et qu'est-ce qu'ils proposeraient. Et à partir des éléments de ce dossier-là, on a proposé une instance de suivi qui se réunira une fois par an, qui sera visible notamment pour le grand public, que nous, on pourra vulgariser aussi avec nos codes, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est de rendre la politique beaucoup plus accessible, notamment aux habitants des quartiers populaires. Donc, il y a cette fameuse charte, il y a un événement qu'on Hmm. organise au mois de février sur les politiques jeunesse. Donc, pareil, là, pour aller plus loin que le dossier qu'on met en place, on fait venir des intervenants, des chercheurs, notamment des acteurs associatifs positionnés sur ces questions jeunesse. Et l'idée, c'est d'entendre les différents candidats sur leurs propositions et d'interagir aussi avec le public qui pourront poser leurs questions. Donc, pour l'instant, voilà, on est dans une démarche où ils acceptent plus ou moins cette démarche de notre part qui voit malheureusement comme un contre-pouvoir, une confrontation, or que pas du tout.
Hmm. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est aussi prendre nos responsabilités en tant qu'acteur associatif, c'est aussi prendre nos responsabilités en tant que père de famille, en tant qu'acteur du territoire, et se dire bah, comment on met aussi notre énergie au service de la politique, quand bien même la manière institutionnelle aujourd'hui n'est pas celle vers laquelle on veut aller. Il y a d'autres Hmm. alternatives et il était important pour nous de pouvoir le montrer, le mettre en exergue à travers nos forces, à travers ce projet qui, je l'espère, bah, permettra au plus grand nombre, en tout cas, voilà, de s'accaparer ces questions-là et de rendre à la politique toutes ces lettres de noblesse et que nous, citoyens classiques, on arrête de dire qu'on fait pas de Hmm. politique, qu'on arrête de dire qu'on veut pas de politique parce que c'est une manière aussi de laisser ces sujets-là aux mauvaises personnes. Je prends un exemple tout bête et je m'arrêterai là-dessus. C'est comme le drapeau français. Aujourd'hui, on va l'utiliser pendant les matchs, on va l'utiliser pendant Hmm. tout un tas de célébrations. Mais concrètement, aujourd'hui, voilà, ceux qui vont beaucoup le mettre en avant, notre fameux drapeau, ça va être l'extrême droite qui vont valoriser le drapeau français, se l'accaparer. Et je me dis, mais en fait, tout ça, c'est des choses où, que ce soit la politique ou tous ces symboles-là, il faut qu'on se les réapproprie, il faut qu'on les remette en avant pour que ça Hmm. redevienne vraiment quelque chose de commun, quelque chose de noble, et qu'on ne laisse pas les mauvaises personnes continuer de nous faire croire que la politique, on est arrivé au bout, qu'on changera rien et qu'on pourra rien faire. Si la politique, elle pourra nous rassembler, la politique, elle pourra nous tirer vers le haut, mais à condition qu'on arrive à se parler d'égal à égal, à condition qu'on arrive à prendre en considération les uns et les autres, qu'on discute. Et c'est aussi ça notre projet finalement, c'est de dire voilà, quand Hmm. nous on dépose des dossiers en contrat de ville, bah on vient nous challenger dessus. Et bah maintenant nous avec la légitimité qu'on a, on va challenger aussi nos représentants politiques en faisant de la politique d'une autre manière. Super. J'ai essayé de faire très, très, très speed. Donc, je suis Ouais. désolé, je pense que j'ai donné beaucoup d'infos d'un coup. En Mais mode voilà, expresso, ouais. espresso, alors que les premiers ont eu des allongés, genre format Starbucks. Merci Moussa, c'est super, super inspirant. Et puis pour nous tous, entrepreneurs sociaux ou citoyens, etc., de pouvoir aussi se dire que nous, on peut s'engager en politique de différentes manières. Et peut-être que d'ailleurs notre engagement, il est politique. C'est intéressant de se poser cette question-là. De last but not the least, la dernière, mais pas des moindres, Florine. Florine, j'espère qu'il vous reste tous un petit expresso pour Florine, Allez. qui va faire court, mais on va pas la couper non plus. Donc, Florine, on est là, on t'écoute, et tu as été donc interviewée par Cécile dans le cadre de l'étude qu'elle a présentée tout à l'heure. Tu es adjointe hein, aujourd'hui au maire et tu te présentes. Est-ce que tu te reconnais à la fois dans ce qu'a dit Moussa et dans ce qu'a dit Cécile tout à l'heure? Je me reconnais pleinement dans toutes les interventions. J'ai bu les paroles d'Olivia notamment. Merci beaucoup pour toutes ces ondes positives. Alors, je vous propose en 3 minutes de réaliser l'exploit de vous présenter la commune de Chambray-les-Tours et je vais vous faire une sorte de résumé de mots-clés que j'ai notés. J'ai pris plein de notes, il y en a partout. Ça va être un petit peu décousu, mais j'ai aussi quelques questions à vous poser et du coup, ça va appeler nécessairement à une prochaine, une nouvelle visio. Il faudra peut-être me réinviter du coup. Hmm. Alors, Chambray-les-Tours, ça se passe, on est en Indre-et-Loire, c'est une commune de la première couronne de la métropole de Tours. C'est une commune où je disais il fait bon vivre parce que on a la plus grande surface boisée parmi les 22 communes de la métropole. On a sur un tiers de notre territoire la présence de hameaux. On a des agriculteurs et notamment un maraîcher qui est agent municipal depuis 4 saisons. On produit 18 tonnes de légumes sur notre ferme maraîchère et ça nous permet de nourrir près de 1000 enfants qui fréquentent nos crèches, nos écoles maternelles et primaires et nos centres de loisirs. Et ça, on en est extrêmement fiers. On a un lac, on a un hippodrome, on a un château avec un magnifique parc arboré. On est surtout fort de 12 000 habitants et il y a 12 000 emplois. Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait, on est un territoire, j'allais dire, béni des dieux. On a Hmm. la présence du CHU, du centre hospitalier universitaire, donc à rayonnement régional et au-delà. On a aussi un pôle de santé privé avec 80 spécialités. Et puis on a la plus grande zone commerciale et artisanale de la région Centre-Val de Loire avec 300 enseignes. Sur le prochain mandat, les grands projets structurants sont déjà connus et en tête duquel l'arrivée de la deuxième ligne de tramway de la métropole de Tours. Donc ça, c'est prévu pour 2029.
Donc, si vous voulez, par rapport moi à ma candidature, les projets Hmm. structurants, on les connaît. J'allais presque dire que quel que soit le maire, l'arrivée du tramway va se faire. Et moi, en Hmm. fait, mon interrogation, mon souci, c'est plutôt quel est le climat, quelle est l'atmosphère que l'on va proposer à nos habitants. Parce que force est de constater que la majorité des Chambrésiens et des Chambrésiennes sont heureux, se disent heureux dans cette commune où tout est accessible à 5 minutes, que ce soit la nature, que ce soit les commerces, les services, l'offre de soins, l'accès autoroutier, puisqu'on On est a... déjà dans la transition, du coup. Enfin, Voilà, est-ce alors, que... comment dire, mon action de terrain fait que j'observe aussi une chose, c'est que, et pourtant, la solitude et la méfiance de Hmm. certains habitants semblent progresser. Et Hmm. c'est pour ça que moi j'ai envie de travailler l'atmosphère, cette atmosphère dans la commune, parce qu'en fait il y a une forme de crainte théorique qui est plutôt en décalage avec l'expérience concrète, parce qu'il y a énormément d'occasions dans notre commune de se rencontrer. Les occasions existent déjà, mais comment on fait pour que les personnes, et quel que soit leur niveau social, et ce goût de l'autre, et cette envie de sortir de chez eux et d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça, je pense que ça va être le grand défi pour Chambray-les-Tours du prochain mandat. Il y a donc cette fragilité que j'ai identifiée et je pense qu'il faut surtout pas la balayer d'un revers de main en disant, bah, écoutez, vous exagérez parce que vous avez tout à proximité et votre cadre de vie est magnifique, donc je n'entends pas cette forme de vulnérabilité. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment l'accueillir, l'écouter et certainement, en tout cas, c'est une intuition et je pense que tout ce que j'ai entendu depuis près de 2 heures, bah, ça me conforte dans cette intuition, c'est que cette fragilité-là, elle réclame de la fraternité. Hmm. Et j'ai, moi, envie de travailler la notion de coopération joyeuse, pas du tout à Hmm. marque forcée, mais surtout joyeuse, de toutes Mhm. les forces vives de la commune. Donc, bien évidemment, en premier lieu desquels les habitants, mais aussi le tissu associatif. À Chambray, on a près de 100 associations. Le tissu entreprise, vous l'avez compris, qui est extrêmement fourni. Et Hmm. j'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu parler des alliances, travailler les alliances, Mhm. travailler un écosystème. Donc ça m'a semblé extrêmement intéressant. Mais après, j'ai aussi un questionnement par rapport à qui porte la fraternité. On n'a pas beaucoup parlé des familles. Je pense que spontanément, la solidarité, elle se vit quand même à l'échelle de la famille. On n'a pas non plus beaucoup parlé d'un maillon qui me semble indispensable, c'est celui du voisinage, du voisin. Hmm. Voilà, donc ça peut être aussi l'objet peut-être, je pense qu'on pourrait en parler pendant 2 heures. En tout cas, la question c'est comment le maire fait pour qu'il y ait une dynamique de solidarité tout au long de l'année. Ça Hmm. m'interroge beaucoup. Euh, et j'ai été... alors, autre question, comment on valorise ces gestes de solidarité? Ça me questionne beaucoup. Comment on dit merci? Aujourd'hui, sur Chambray, on a beaucoup de bénévoles et ils sont là pour tenir les buvettes, ils sont là pour faire les crêpes, ils sont là pour déplacer du matériel, pour préparer les barnums, etc. Mais on ne leur dit jamais merci. Hmm. Donc, comment on valorise le bénévolat? Le Mhm. bénévolat a aussi beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord pour donner 2 heures de leur temps chaque mois, mais pas plus. Donc, on a beaucoup de difficultés de gouvernance sur certaines associations parce que maintenant c'est terminé, on ne veut plus précisément s'investir dans l'association de badminton et y être absolument référent. Par contre, on est plutôt d'accord pour donner 2 heures de son temps et à la rigueur intervenir enfin, au sein de tous les secteurs de solidarité culturelle, sportive. Donc ça, je pense que la mairie a ce rôle à jouer d'organiser en fait le temps de bénévolat. Hmm. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la notion de travail sur le temps long. Et je terminerai en disant que ce qui nous soucie beaucoup à Chambray-les-Tours, c'est aussi de travailler sur la notion de nuance.
Et Hmm. on est plutôt très inquiet par rapport aux propositions d'un maire providentiel qui aurait réponse à tout, d'un homme, du coup plutôt d'un homme fort, Mhm. j'allais dire un peu viril, qui aurait cette capacité à avoir des solutions simples, pour pas dire simplistes, sur des questionnements de société qui naturellement dépassent l'échelon local. Et Hmm. donc nous, on a plutôt envie d'être dans la nuance, de croiser les regards, d'être dans la pluralité des expressions et puis surtout de favoriser cette intelligence collective, donc de favoriser la circulation de la parole et Ouais. être tous d'accord pour se dire qu'on va aller, on va chercher, on va essayer de trouver la meilleure des solutions dans Hmm. le concret. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi accepter de s'effacer au profit d'une démarche collective. Et je m'arrête là. Merci Florine, merci infiniment. Merci d'avoir nous avoir servi l'espresso final. Donc plutôt sous l'angle de la transition sociale hein, et puis de la cohésion sociale. Qui est un angle très complémentaire de ce qu'on a vu. Donc, on est super heureux d'avoir eu tous les intervenants. Je crois qu'il y a eu un programme très complémentaire à la fois sur le plan 93, 13 et sur aussi des approches mobilité, transition écologique par la nature, la manière de s'engager en politique quand on est entrepreneur social ou entrepreneur social ou élu E et comment est-ce que, bah, en tant que femme aussi, on peut aussi prendre le pouvoir. Donc, on a une vraie biodiversité des engagements, j'ai l'impression, autour de cette visio. Président de NIAC, Thierry Duboitiez, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous faire le mot de la fin, s'il vous plaît, Oui, si ça vous va. alors, au revoir. Au revoir. Non, non, C'est très non, mais simple. je vais dire bravo parce que c'était quand même très Ouais. très riche. Il y a beaucoup de participants, donc c'est très chouette. Et plein de choses intéressantes. Il reste encore plus de 25 personnes hein, c'est pas mal, hein, c'est bien. Donc, bah, oui, de toute façon, c'était assez passionnant. C'est toujours frustrant parce qu'évidemment, il y a plein de sujets qu'on aimerait beaucoup développer. Et quand on a eu comme ça toutes ces interventions étaient vraiment sujet à discussion et un Hmm. complément, bon bah, faut recommencer quoi, hein, c'est ça, il faut continuer. Hmm. Donc Faut continuer. on voit quand même que là ça a intéressé plus que d'autres pique-niques, donc il faut qu'on ait une petite réflexion là-dessus, parce que est-ce que c'est parce qu'il y avait des maires, est-ce que c'est le thème bon, bref, en tout cas, du coup, comme il y a les municipales qui arrivent, il faut essayer de rester branché sur tout ce qui va se passer là et voir comment on peut capitaliser. Que là, on a mis en valeur un certain nombre de maires ou de citoyens engagés, mais il y en a encore beaucoup d'autres qu'on pourrait fédérer avec cet esprit qu'on a là de rassembler les énergies. Donc voilà, bon, je me fais une Hmm. réflexion comme ça à chaud, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Mais voilà ce que je voulais dire pour conclure. En tout cas, merci à tous d'être venus nombreux et à ceux qui ont tenu jusqu'à 14h30 sans Mhm. manger. C'est mon cas, je vais aller manger, j'ai faim. Oui, on va manger. On s'est nourri autrement. Merci à tous Merci à vous. d'avoir participé. Je remets la musique de fin. Ouais. Et puis, bah, si vous voulez vous mettre sur le Padlet de Niac, je vous remets le lien dans le chat tout de suite. Comme Et ça, vous donc, pouvez. bravo Rudy pour l'animation, toujours efficace, même si on a débordé, mais bon, tant pis. Bah oui, hein, ça déborde Non, mais d'énergie. Hein. c'est toujours le problème, c'est qu'on a des gens tellement passionnants qui viennent et que bah, on n'a pas le temps de tout faire, quoi. Bon, alors, Merci à tous encore une fois. Bonne allez, digestion, bon à après-midi, bonne bientôt. sieste Merci à ou tous, Au bon merci. revoir. travail. Merci, au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir. Ouais,